Bonjour, cette semaine sur À Voix Nue, Patrice Tourne part à la rencontre du dessinateur Cabu. On connaît le dessinateur de presse du Canard enchaîné et de Charlie Hebdo. On se souvient aussi de ses participations télévisées à Récréa 2 ou encore Droit de réponse. On connaît aussi le créateur des personnages de bande dessinée du Grand Duduche ou de Momboff. Mais on connaît moins le reporter qui a publié des livres sur ses voyages en Chine, en Russie ou encore en Inde. On connaît moins également sa passion pour le jazz et pour les chansons de Charles Trenet. Alors avant de découvrir Cabu au fil de cette semaine, rappelons tout de même qu'une grande exposition lui est consacrée à l'Hôtel de Ville de Paris jusqu'au 27 janvier. Alors Cabu, bonjour. Bonjour. Donc Cabu, de votre vrai nom Jean Cabu, C-A-B-U-T. On verra l'importance de ces lettres dans votre parcours de dessinateur. Donc vous êtes né à Châlons-sur-Marne, 13 janvier 1938. Donc vous êtes un éternel adolescent de 68 ans aujourd'hui. Vous êtes né dans un milieu qu'on dira petit bourgeois provincial. Parlez-nous un peu de ce contexte de naissance. Mon père était professeur aux arts et métiers de Châlons, là où il était élève. C'est un gazard, mon père, donc il aurait bien voulu que son fils soit un ingénieur comme lui, mais malheureusement, j'étais pas très doué pour les mathématiques. Et je suis le fils aîné de 3 enfants, et tous nés à Châlons-sur-Marne. Donc je suis chalonnais jusqu'à l'âge de 17 ans. Et des frères et sœurs qui, eux, ne sont pas dans le milieu artistique? Non, ma sœur est prof de gym en retraite et mon frère est kinésithérapeute en banlieue parisienne. Et donc cette découverte du dessin, vous le faites comment? Vers l'âge de 10 ans, vous commencez à reproduire des dessins de Dubout, vous faites des dessins par vous-même? D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné, vous savez, comme tous les dessinateurs, sur les cahiers, sur les marges des cahiers. Et ce qui, peut-être la première fois où ça a été important pour moi, c'est que j'ai gagné un prix de dessin à l'âge de 12 ans. C'était un concours de dessin que j'avais vu passer dans Cœur Vaillant, un journal qui publiait d'ailleurs en feuilleton les aventures de Tintin et Milou. Et là, j'ai eu le premier prix c'était une affiche pour les stylos Météor, je me rappelle, et j'avais fait un élève qui avait les pieds sur la table et son stylo géant, il écrivait tout seul sur la table. Donc, et le premier prix, c'est un vélo qui m'a été remis au Veldiv, vous vous rendez compte? À Paris. À Paris, en 1950. Le Veldiv, je ne savais pas ce qui s'était passé à l'époque et on en parlait très peu, vous savez. Le Veldiv a été démoli dans les années 70, heureusement. Bref, je me rappelle avoir fait un tour de vélo sur la piste des 6 jours, là, et c'était impressionnant. Voilà, là. Et à partir de là, je me suis dit que on pouvait peut-être dessiner régulièrement, en faire un métier, quoi. Et mon père, jusque-là, m'avait toujours dit si on pouvait gagner sa vie en faisant des dessins, ça se saurait. Mais je le comprends aussi parce que c'est un métier risqué au début. Mais vous dessiniez en classe aussi? Bien sûr, je dessinais en classe. J'étais pas un très bon élève, vous savez. Mais là aussi, c'est rituel, je pense, chez tous les dessinateurs. Enfin, il y a des dessinateurs très, très cultivés, mais c'était pas mon cas. Donc même si votre père n'était pas tellement d'accord au départ, il vous accompagne? Mon père m'a aidé dès l'âge de 15 ans parce que... Enfin, dès l'âge de 14 ans, j'exposais dans un salon de coiffure, le père Gilbert à Châlons, on l'appelait le père Gilbert. Et en échange, il me coupait les cheveux gratuitement. Et c'était des dessins sur la vie municipale, déjà à Châlons. Et puis, dès l'âge de 15 ans, j'ai eu la chance de dessiner dans le journal régional qui s'appelait l'Union de Reims. Et parce que je suis tombé sur un journaliste qui s'appelle Jean-Marie Boéglin, et qui existe toujours. Il habite Grenoble maintenant, et c'est le père de Bruno Boéglin, le metteur en scène lyonnais. Et il a pris le risque à l'époque de publier des dessins qui n'étaient pas terribles, vous savez. Et à l'époque, vous signez J. Cabu, J.K-BU. Oui, à l'époque, je signais KBU parce que à l'époque et encore aujourd'hui, les dessinateurs recherchent toujours un pseudo. Moi, j'avais déjà un nom pseudo, un nom drôle, quoi, Cabu Boira, etc. Mais non seulement j'avais un nom pseudo, il fallait que je trouve encore plus pseudo. Donc, je signais K, trait d'union, BU. C'était un truc
de lycée parce que je dessinais dans le journal du lycée, que j'avais créé. J'avais créé un petit journal qui s'appelait le Petit Fums. Ça voulait dire le petit fumiste parce que c'était comme ça que nous appelaient les techniques. Dans ce lycée, il y avait à la fois les classiques, les modernes et les techniques. Et les trois ne s'entendaient pas très bien, vous voyez. C'était cohabitation difficile. Donc on était traités de petits fumistes par les techniques. Et moi, je faisais du latin à l'époque. J'étais plutôt classique, voilà. Et ça se passait comment, ce journal que vous avez fait au lycée? C'était un mensuel qui était renéotypé, renéoté. Et je faisais tout. Je faisais même la vente après. Il était tiré à 300 exemplaires. Je le vendais à la sortie du lycée. Mais très vite, je crois au 6e numéro, j'ai été censuré par le proviseur. Et j'ai compris que c'était dangereux aussi. Et de même qu'un jour, j'ai été séquestré par les techniques dans les dortoirs du lycée parce que j'avais écrit un article qui ne leur plaisait pas. Ils m'avaient menacé, si je ne publiais pas un droit de réponse, de me casser la gueule. Voilà. Donc j'avais compris que un journal, c'était quand même dangereux. On prenait des risques en faisant un journal. Mais en même temps, quand vous êtes publié, quand vous dessinez et que vous êtes publié, vous faites on peut faire des progrès à partir de ce moment-là. Vous voyez, on voit mieux ce qu'on fait parce que les dessins sont réduits et c'est une autre chose, quoi. Donc en plus du dessinateur, vous découvrez aussi là le travail d'un journaliste. Exactement, je découvre les risques du métier, mais le plaisir du métier aussi. Pouvoir s'exprimer, c'est formidable. Et ce Chalon-sur-Marne, qui a changé de nom depuis, mais devient un peu un observatoire, un laboratoire pour vous, et la vie dans la ville, c'est-à-dire vous exposez chez le coiffeur, vous êtes un peu connu au lycée, comment vous ressentez ça ? C'est vrai que c'est une chance d'être né dans une petite ville comme Chalon, parce que c'est une société en réduction. Et je me rappelle dès l'âge de 15 ans, j'allais aux réunions du conseil municipal, par exemple, chaque mois, et je faisais les caricatures du maire et des conseillers municipaux. Et aujourd'hui, quand je vais à l'Assemblée nationale, c'est un peu le même métier, mais c'était mon apprentissage, si vous voulez, à Chalon. Et c'est parce que tout était en réduction que ça m'a permis de pouvoir apprendre mon métier. Et le lycée est un endroit où vous avez des amis, dont un de ces amis deviendra le Grand Duduche. Donc comment est née cette observation de la vie au lycée ? C'est-à-dire que là, je vais sauter quelques années. Quand Harakiri a été interdit une première fois en 1962, Cavana nous a dit il faut que vous alliez travailler ailleurs, on ne peut plus vous payer. Alors moi, je me suis présenté à Pilote, qui venait d'être acheté par Dargaud, et le rédacteur en chef, c'était Goscinny. Je connaissais Goscinny comme scénariste. Déjà, il faisait les scénarios de Lucky Luke, et j'aimais beaucoup ça. Donc, je lui ai présenté mes dessins. Mes dessins, c'était des souvenirs de collège, du lycée de Chalon. Et ça lui a plu, il a pris ses dessins, il m'a donné une demi-page pour commencer dans Pilote. Et il m'a dit, je suis en train d'écrire un livre qui va s'appeler La potachologie. C'est sur la vie lycéenne aussi, donc je vous demande si vous pouvez l'illustrer. Alors évidemment, j'étais content. Et puis un jour, il m'a dit, vous voyez le personnage que vous faites dans le fond, là, un grand qui dépasse les autres, eh ben, il faut le mettre au premier plan, c'est ça votre personnage. Et justement, Goscinny, c'était un ancien dessinateur, vous voyez, c'était un rédacteur en chef qui nous a tous aidés, comme Cavana d'ailleurs. Cavana aussi était un dessinateur à l'origine. Et ce sont des gens qui nous ont conseillés, qui nous ont aidés. Et il m'a dit, ce grand personnage, il faut lui trouver un nom. Et au lycée de Chalon, il y avait un grand comme ça, et j'ai trouvé le nom du Grand Duduche parce qu'il avait l'air un peu con, mais il est plutôt romantique, puisque c'était un lycéen qui était amoureux de la fille du proviseur, mais qui n'a jamais pu l'approcher. C'est un amour malheureux, si vous voulez. Et s'est-il reconnu depuis ? Je ne sais pas ce qu'il est devenu et ce que la fille du proviseur est devenue. Peut-être qu'elle est grand-mère maintenant. Hein. Et donc, pour revenir à Chalon-sur-Marne, il y a le Café du Marché. Et au Café du Marché, il y a le patron du bistrot
qui par la suite deviendra mon bof. Celui-là, vous l'avez observé depuis très tôt? Oui, au café du marché, il y avait un monsieur qui était pas aimable, qui avait un chien loup à côté de lui sous le comptoir et qui qui avait une moustache comme ça. Et je l'ai dessiné, j'ai commencé à le dessiner il y a très longtemps. Puis quand je suis venu à Paris, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres patrons de bistrot qui ressemblaient à ça aussi. Et donc, lui, j'en ai fait le personnage du beauf. C'est-à-dire un type caricatural qui ne parle qu'avec des lieux communs, qui répète ce qu'il a entendu, qui réfléchit pas, qui est brut de décoffrage, voilà. Après l'enfance et cette adolescence à Chalon-sur-Marne, donc ces années d'apprentissage, vous montez à Paris. Vous avez 16 ans. Quelle est la première impression quand on arrive gare de l'Est à Paris à 16 ans? La première impression quand on arrive à Paris à 16 ans, c'est la peur. C'est que tout est 10 fois plus grand. Par exemple, à Chalon, il y avait un petit arc de triomphe. Je crois que c'était à l'occasion du passage de Marie-Antoinette, avant qu'elle soit coupée en deux. Mais à Paris, j'habitais justement dans le quartier, j'avais une chambre de bonne dans le quartier de l'Étoile et je découvre cet arc de triomphe 10 fois plus grand que celui de Chalon. Vous voyez, c'est ça qui fait peur, c'est la différence de proportion. Mais je suis venu à Paris je voulais venir à Paris parce que tous les journaux étaient là et parce que c'est là où habitait Dubout, le dessinateur que je recopiais à l'âge de 10 ans et que j'ai toujours trouvé génial et que j'admirais toujours énormément. Pour beaucoup de dessinateurs, d'ailleurs pour Wolinski ou Reiser aussi, c'était un maître. Et la première image, c'est donc la gare de l'Est. La première image, c'est la gare de l'Est et vous voyez, quand on arrive à la gare de l'Est, il y a ces maisons. On arrive dans une tranchée, c'est presque la tranchée des baïonnettes des côtés de Verdun, où les murs étaient tout noirs et on voyait plus le ciel, quoi. À Chalon, on voit toujours le ciel dans les rues, tandis qu'à Paris, pas toujours. Bien qu'il y ait des perspectives à Paris, beaucoup plus que dans d'autres capitales. Et vous venez à Paris pour être apprenti. Quelle est la vie d'un enfant de 16 ans à Paris en 56? Je venais à Paris parce que j'avais trouvé un emploi comme apprenti dans un studio de dessin publicitaire spécialisé dans l'alimentation. C'est-à-dire que j'ai dessiné des emballages de biscottes, de café, j'ai fait des étiquettes de camembert. Mais j'ai appris le dessin de lettres. J'ai jamais fait de publicité après, mais ça m'a été utile quand même parce que tout sert dans le dessin, il faut dessiner tout et n'importe quoi pour arriver à avoir un style, quoi, quand même. Donc j'avais le statut d'apprenti me permettait d'avoir, je travaillais la moitié de la semaine et l'autre moitié, j'allais à l'école Estienne, une école d'art graphique qui est toujours boulevard Auguste Bianchi à Paris, et où là j'apprenais la mise en page et aussi surtout le dessin de la lettre. J'ai connu des grands créateurs de lettres, ça n'existe plus maintenant parce qu'avec l'ordinateur on peut trafiquer les lettres, vous savez, mais il y a encore 40 ans il y avait des grands créateurs d'alphabet, si vous voulez, et ça c'est admirable. Donc une chambre de bonne du côté des Champs-Élysées. Rue Beaujon, c'est la dernière rue à droite quand vous montez les Champs-Élysées, au bout de la rue Arsène-Houssaye. J'étais au 8e étage et c'était une très belle vue sur les toits de Paris. Et vous faites le parcours tous les matins pour aller... Et je fais le parcours tous les matins pour aller au studio de dessin qui se trouvait au-dessus du Crazy Horse Saloon, 12 avenue Georges V. Mais j'ai jamais rencontré les nanas du Crazy Horse Saloon parce que quand j'arrivais à 9h, elles étaient déjà couchées. Vous en profitez aussi pour aller à l'Académie Julian à cette époque-là. Voilà, j'ai fréquenté l'Académie Julian qui était rue de Berry à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus, c'est un garage qui est à la place. Mais pour dessiner des nus, parce que ça vous apprend les proportions, les attitudes, les expressions, ça c'était... Et d'ailleurs, régulièrement, je continue à aller à l'Académie à Montparnasse, dans une académie de la Grande Chaumière, ça s'appelle rue de la Grande Chaumière, où vous pouvez, c'est facile d'ailleurs d'accès, tout le monde peut y aller. Les après-midi, vous avez 2 pauses de 50 minutes,
le modèle se repose 10 minutes et reprend une pause de 50 minutes. Et la dernière heure, c'est des pauses de 5 minutes. Et ça, ça vous permet de faire des croquis avec des attitudes très différentes, quoi. Donc dès l'âge de 16 ans, vous avez une idée presque définie du métier que vous voulez faire, puisque à la fois vous y allez comme apprenti, mais aussi pour vous perfectionner, vous améliorer dans l'Académie Julien, ou en tout cas l'école Estienne. Donc à 16 ans, on a déjà cette idée de ce que l'on veut faire? Oui, à 16 ans, je voulais faire des dessins de presse. Parce que chaque semaine, j'allais déposer ma chemise de dessin dans des journaux qui existaient à l'époque et qui étaient vendus sur le dessin, qui se vendaient sur le dessin. Par exemple, ici Paris, qui ressemble plus du tout à ça, c'était un grand format comme ça, et il y avait 6 pages de dessin où vous retrouviez tous les grands dessinateurs de l'époque, depuis Dubout jusqu'à Penet, Aldebert, Bellus, Gade, La Salvie, enfin tous ces dessinateurs que j'ai entrevus, parce que eux, ils faisaient pas la queue, ils passaient pas par la salle d'attente. Nous, on attendait, je me rappelle, c'était le mardi après-midi. On faisait antichambre, comme chez le médecin, si vous voulez, et puis on voyait passer les grands dessinateurs de l'époque qui, eux, allaient directement dans le bureau du rédacteur en chef déposer leurs dessins. C'est comme ça que j'ai vu de loin tous les grands dessinateurs de l'époque. Et petit à petit, j'ai réussi à placer quelques dessins, mais je ne pouvais pas en vivre. Mais j'ai eu la chance de sympathiser avec Fred, qui était comme moi, qui venait déposer ses dessins. Fred, le dessinateur de Philémon. Et au retour du service militaire, c'est là où un jour, il m'a proposé de rejoindre l'équipe qui travaillait à un nouveau journal, et c'était Harakiri. Et donc de 1956 à 58, donc de 16 à 18 ans, la vie à Paris ne vous est pas trop difficile, et votre père qui vous rêvait ingénieur vous voit apprenti à Paris. Mon père a eu peur si vous voulez, de me lâcher dans la grande ville, parce que lui aussi c'était pas un Parisien. Mais je le rassurais régulièrement, parce que bon, il voyait que ça va, que j'étais pas en perdition. Et j'ai voulu découvrir Paris, mais surtout, je sortais tous les soirs, j'allais voir des spectacles. Voilà, c'est par le spectacle que j'ai découvert Paris. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jazz, j'ai découvert les chansons de Charles Trenet, que j'aime toujours. Il y avait des salles de spectacle qui ont disparu. Par exemple, l'Alhambra, qui était derrière la place de la République, rue de Malte. C'était une grande salle, plus grande que l'Olympia. Il y avait des cafés-concerts comme le concert Pacra. Il y avait les Trois Baudets. Il y avait des tas de cabarets à chansons où pouvaient débuter des chanteurs, ce qu'il n'y a plus maintenant. Et la vie à Paris de 1956 à 58, quand on a entre 16 et 18 ans, le soir, comment ça se passe dans les rues de Paris? Il y avait une vie nocturne plus dense qu'aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, c'est ce que disent les chauffeurs de taxi. Paris se couche de bonne heure maintenant. Bon, à l'époque, je vous dis, c'est surtout par la chanson qui m'attirait. Donc j'allais souvent au Cheval d'Or. C'était une boîte qui était près de la Contrescarpe, rue Descartes, où passaient Raymond DeVos, Rissé Barrier, Guy Béard, des gens comme ça, Pierre Perret. Et j'ai assisté à tous leurs débuts, parce que Cavana m'avait demandé de dessiner une rubrique qui s'appelait Sur un coin de nappe. Et j'allais régulièrement dans ces boîtes à chansons. Ben justement, on va parler des débuts d'Harakiri, mais en 58 jusqu'en 1960, vous faites votre service militaire en Algérie, qui sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine émission cette semaine, sur votre prise de conscience politique en Algérie. Mais si on fait ce saut dans le temps, en 1960, comme vous l'avez dit, par le dessinateur Fred, le créateur de Philémon, vous rencontrez Cavana qui souhaite lancer Harakiri. La première rencontre avec Cavana, comment se passe-t-elle? Alors la première rencontre avec Cavana m'a fait peur aussi, parce qu'à l'époque il était noir, il avait une moustache noire comme ça, et un visage carré, coiffé en brosse. C'est pour ça que j'ai jamais pu lui dire tu. Je continue à vous voyer Cavana, 46 ans après.
Mais la première fois que Fred m'a présenté Cavana, et il m'a dit voilà, on veut lancer un journal pour publier nos dessins, parce que Cavana était dessinateur, il signait Sépia, et il n'arrivait pas à passer ses dessins parce qu'ils étaient trop méchants, si vous voulez. Donc il s'est dit, je vais faire un journal pour passer d'abord mes dessins. Et puis, en octobre 60, le journal a démarré, mais vous savez, un journal uniquement en dessin, c'est trop vite lu. Il s'est dit, il faut un peu de texte. Donc il s'est mis à écrire, Cavana. Et il s'est trouvé qu'il avait plus de talent en écrivant qu'en dessinant. Et Harakiri s'installe dans une rue qui s'appelle la rue Choron. Et dites-nous un peu où ça se passe et comment cette rue Choron va prendre le nom d'un professeur. Alors, le Harakiri était situé rue Choron, 4 rue Choron, au 2e étage. Et un jour, vous savez, au début, on faisait un peu tout. Moi, je faisais un peu la maquette, puisque j'avais appris ça à l'école Estienne. Et je me rappelle très bien qu'un soir, on mettait en page un roman photo. On faisait des romans photos drôles, quoi, avec Choron qui était l'acteur principal. Et il fallait absolument trouver un nom à ce professeur, parce que dans les dialogues, il fallait trouver un nom. Et j'ai pas été chercher loin. Je me suis dit, on est rue Choron, on va l'appeler professeur Choron. Alors, d'accord. De toute façon, c'était uniquement pour ce roman photo-là. Je me suis dit, on trouvera mieux le mois prochain. Et puis, on a gardé le professeur Choron. Mais c'était venu comme ça, parce que c'était la pression du bouclage, si vous voulez. Donc, on est en octobre 60 et vous avez 22 ans. C'est la première fois que vous vivez dans une rédaction, enfin, que vous vivez en commun avec des dessinateurs, des journalistes. Comment vous vivez ça ? Et j'ai eu cette chance, justement, d'arriver dans une rédaction où il y avait déjà Rézère, vous vous rendez compte, lui était coursier chez Nicolas. Et il venait porter ses dessins aussi à Cavana. Parce qu'avant Harakiri, il faut vous dire qu'il y avait un petit journal qui était vendu en colportage et qui s'appelait Zéro. C'était un petit format comme ça. Et c'est ce qui a permis à Harakiri de démarrer, si vous voulez, pour payer l'imprimeur et le papier, etc. Et il y avait déjà aussi Topor, qui après... Topor, c'est un artiste plus qu'un journaliste. Nous sommes des journalistes, mais Topor était un artiste. Il l'a prouvé par la suite. C'était un peintre, un graveur, un metteur en scène. Il a même monté des opéras en Allemagne. Enfin bon. Mais vous vous rendez compte, il y avait déjà une équipe comme ça, plus Fred. Est arrivé après moi GB, est arrivé Wolinski, qui revenait d'Algérie aussi. Lui, il a assisté aux premiers essais atomiques à Reagan, au Sahara, mais il en a réchappé. Enfin, tout le monde personne n'avait un nom, si vous voulez, ne s'était fait un nom. Mais il y avait une ambiance, une émulation, voilà, une émulation que j'ai eu la chance de connaître, quoi, à 22 ans. Et là, vous allez aussi accompagner Cavana à l'imprimerie, corriger les fautes, donc vous découvrez tous les métiers pratiquement de fabrication d'un journal. C'est vrai que là, j'ai découvert tous les métiers de fabrication d'un journal parce que j'accompagnais Cavana au bouclage, à l'imprimerie, parce qu'il allait corriger les textes et moi, je finissais mes dessins parce que j'étais toujours en retard. Donc, on verra que jusqu'en 1962, vous travaillez à Harakiri, qui ensuite est interdit. Et vous allez donc travailler ailleurs. C'est là que vous allez rencontrer Goscinny. Voilà, en 62, première interdiction d'Harakiri pour je me rappelle, ça paraît dérisoire aujourd'hui. Il y avait une photo avec un sein nu, imaginez, aujourd'hui. Donc en 62, vous venez de connaître l'interdiction, la censure du journal Harakiri et il faut aller travailler ailleurs. Et oui, il faut aller travailler ailleurs après la première interdiction d'Harakiri en 1962. Et moi, je me présente à Pilote, journal Pilote qui vient d'être acheté par Dargaud parce qu'à l'origine, Pilote a été lancé par RTL. Ça ne s'appelait pas encore RTL, mais Radio Luxembourg. C'est curieux, c'est un journal qui est lancé par une chaîne de radio. Et le rédacteur en chef donc est Goscinny. Moi, je connaissais Goscinny comme scénariste de
Lucky Luke, et je me présente à lui et il me dit « Ah ben justement, je suis en train d'écrire un livre qui va s'appeler La potachologie, parce que j'ai envie de parler des lycéens, de la vie des lycéens actuels. Et comme vous dessinez des lycéens, parce que moi je lui présentais des souvenirs de lycée qui étaient tout frais pour moi, les souvenirs de lycée de Châlons. Et il m'a dit, bon, ben, je vous donne une demi-page chaque semaine, vous pourrez raconter des histoires de lycéens dans Pilote. Et puis, je voudrais que vous illustriez mon bouquin qui va s'appeler La potachologie. Voilà. Donc, j'ai bien connu Goscinny jusqu'en 74. Et en 62, j'allais chaque semaine chez lui chercher le chapitre suivant de son bouquin. Et je me rappelle, il habitait tout près de la maison de la radio, il habitait rue de Boulainvilliers. Il était encore chez sa maman, il n'était pas encore marié. Et il travaillait sur la table de la salle à manger. Je me rappelle au bout de laquelle sa mère tricotait. Et lui, il était à un bout de la table avec sa vieille machine à écrire. Et à côté de lui, il y avait un réveil. Et il m'a dit, vous voyez, chaque heure, je change de scénario. Parce que déjà à l'époque, c'était le scénariste de plusieurs scénarios. Donc il avait un pouvoir de travail énorme parce qu'il se donnait une heure pour chaque scénario. J'ai jamais vu travailler quelqu'un comme ça. Et directement, il tapait à la machine. Ça ressemblait à un scénario de film d'ailleurs. Une colonne de gauche, la situation, la scène, et puis la colonne de droite, les dialogues. Et lui aussi était un dessinateur, comme Cavana à l'origine. Mais comme Cavana, il avait plus de talent à l'écriture qu'au dessin. Mais c'était un type qui était d'une courtoisie. Lui aussi disait toujours vous à tous les dessinateurs de Pilote. Mais je pense que s'il a réussi à réunir autour de lui vraiment la meilleure équipe de dessinateurs à l'époque, c'est parce qu'il connaissait bien le dessin lui-même. Et donc là, pendant 12 ans, de 62 à 74, vous travaillez à Pilote. Donc, en plus de la pochatologie, qu'est-ce que vous faites à Pilote ? Alors, à l'époque, on pouvait installer un personnage comme ça, le faire vivre chaque semaine grâce à un hebdomadaire. Parce qu'à l'époque, les enfants, les adolescents, ils attendaient une semaine pour avoir la suite d'une histoire. Et aujourd'hui, on me dit que non, c'est plus possible. Ils veulent l'histoire tout entière, tout d'un coup. C'est pour ça qu'on vend des albums et que les hebdomadaires de bande dessinée ont disparu. Sauf Mickey et Spirou aussi, mais qui marchent pas très bien. Mickey marche encore bien. Mais à l'époque, il y avait beaucoup d'hebdomadaires de bande dessinée. Et donc vous, en fait, à partir de là, vous allez toujours réussir à vivre du dessin. Donc, Pilote jusqu'en 74, mais entre-temps, vous avez d'autres activités dans d'autres journaux, comme par exemple Paris Presse, l'intransigeant. Racontez-nous cette expérience qui va surprendre ceux qui vous connaissent comme caricaturiste politique. Mais à partir du moment où j'ai dessiné dans Pilote, j'ai eu des propositions d'autres journaux. Tout s'enchaîne, vous savez, dans la vie. Et un quotidien du soir qui s'appelait Paris Presse l'intransigeant m'a demandé de faire des dessins. Non pas politiques, mais c'était dans la page de Goemio, c'était une page sur Paris, d'ailleurs, qui parlait des restaurants, des spectacles. Donc, dès 63, j'ai fait des croquis de Paris. J'ai vu des tas de spectacles pour Paris Presse. Vous voyez, c'était aussi une chance parce que là, je sortais, mais c'était pour dessiner pour un journal. C'était formidable, quoi. Et vous faites comment ? Vous partez avec votre carnet de croquis, comme aujourd'hui, et vous alliez choisir les spectacles, on vous les donnait ? Alors, on me donnait on me disait d'aller voir tel ou tel spectacle. Et quand quelquefois je partais à l'entracte, c'était pas bon, c'est parce que j'avais déjà rempli mon carnet de croquis. Je vous parle du théâtre là, mais au musical, je restais jusqu'à la fin toujours. Et puis j'ai fait beaucoup de croquis de restaurants aussi, et j'ai fait aussi j'ai dessiné des vieilles pierres. Donc j'ai
J'ai fait un peu de tout, vous voyez, je continuais comme à l'Union de Reims. Mais sur Paris cette fois. C'était la formation continue. Oui, là j'ai appris mon métier, si vous voulez, de dessinateur de presse. Il me semble que grâce à Paris Presse. Et puis alors, de Paris Presse, je suis passé, figurez-vous, au Figaro, parce que j'ai reçu une lettre de James de Coquet, qui était un grand journaliste de judiciaire à l'époque, et qui couvrait les grands procès. Et c'était à la veille du procès de Ben Barka, et il m'écrivait le Figaro voudrait que vous fassiez des dessins chaque jour des croquis d'audience du procès Ben Barka. C'est ce que j'ai fait pendant 45 jours. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Ben Barka, c'était un révolutionnaire marocain qui a disparu, qui a été kidnappé devant Chélip d'ailleurs, un jour, par 2 policiers français qui étaient complices des services secrets marocains. Et on n'a jamais su ce qui était devenu. Mais De Gaulle a voulu faire un procès, il voulait savoir toute la vérité, et on n'a jamais vraiment su toute la vérité. Parce que c'était très compliqué avec les services secrets des 2 pays. Mais moi, j'ai assisté à un procès très, très, très showbiz même. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, même comme il y avait des témoins comme Marguerite Duras qui sont venus déposer. Il y avait le révérend père Brooke-Berger qui avait témoigné aussi. Il y avait même Claude Angéli du Canard enchaîné qui avait connu tel journaliste qui devait interviewer Ben Barka. Enfin, c'était un procès parisien, vraiment, c'était un défilé tous les jours du tout Paris. Et moi, je dessinais tout ça, et le soir, j'allais porter mes dessins au Figaro, voilà. Mais c'était avant Hersan, je n'aurais pas dessiné dans le Figaro du temps d'Hersan, non. Oui, c'est vrai que ça peut surprendre que vous ayez dessiné pour le Figaro, mais comment vous avez vécu ces 45 jours de procès? Parce qu'il y a le dessinateur qui travaille, mais en même temps, il y a l'homme qui, pour la première fois, assiste à un procès. C'est vrai que pour la première fois, je découvrais la justice. Quoique, c'était peut-être pas la première fois, parce que je me rappelle que avant de venir à Paris, et en 56, il y a eu un procès qui m'a marqué aussi, qui s'est déroulé à Chalon-sur-Marne. C'était le premier procès que faisait l'Union de Reims, le journal dans lequel je dessinais, à Hersan justement, parce que Hersan, à l'époque, s'était présenté comme à la députation dans l'Oise, et il y avait une édition à l'époque de l'Oise de l'Union de Reims. Donc, l'Union de Reims, qui était un journal issu de la Résistance, révélait le passé collaborationniste de Hersan pour la première fois. Et d'ailleurs, Hersan avait attaqué l'Union de Reims pour diffamation, mais l'Union de Reims avait gagné parce qu'il avait des preuves de la collaboration de Hersan pendant l'occupation à Paris. Et ça m'avait marqué ce procès parce que j'avais connu cette période-là, mais j'étais enfant, donc je ne savais pas tout ce qui s'était passé. Vous aviez d'ailleurs aussi découvert a posteriori concernant le Veldiv, quoi. Voilà, et plus tard, j'ai découvert l'horreur qui s'était déroulée au Veldiv, alors que pour moi, c'était un lieu de fête, puisque j'avais gagné à vélo et j'avais le droit de faire un tour de vélo au Veldiv. Et puis comme vous agissez comme un observateur engagé, par la suite, vous aviez d'ailleurs fait aussi un livre sur le Veldiv. C'est-à-dire, j'ai illustré le premier livre de révélation, si vous voulez, qui a été écrit par un rescapé de la Grande Ralph du Veldiv, qui s'appelait le docteur Lévy. C'était en 65, et c'était dans le journal Candide. Et là, vous savez, pendant 20 ans, on ne parlait pas de ça en France. Il a fallu attendre le film français, si vous saviez, pour que tout d'un coup, on ait eu la révélation que tous les Français n'étaient pas résistants. Pour revenir au procès Ben Barka, donc vous y passez 45 jours. Et le quotidien se passe comment pour un dessinateur? Pour un dessinateur, là, je passais mes journées au procès Ben Barka, donc je dessinais la nuit pour le reste de mes collaborations, donc je dormais pas beaucoup. Voilà le souvenir que j'ai. Et donc les autres collaborations, quelles sont-elles à ce moment-là? Je dessinais aussi dans Candide. Je dessinais toujours dans Paris Presse l'Intransigeant. Enfin, j'ai dessiné énormément dans la presse quotidienne, quoi. Mais c'est des bons souvenirs parce que là, je devenais parisien, si vous voulez. J'étais au cœur de
de l'actualité. Le procès de Ben Barka, on en parlait tous les jours, même à la télévision, même si la télé n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Mais j'avais l'impression d'être au cœur de l'histoire, là. Donc en fait, vous commencez à travailler comme un dessinateur reporter, plus que comme un dessinateur caricaturiste ou dessinateur d'humour. Oui, là j'avais l'impression d'être dessinateur reporter et non plus simplement dessinateur d'humour, oui. Pour le Nouveau Candide, vous faites même un reportage à la Boiserie auprès de Gaulle. C'est-à-dire que j'ai pas pu entrer à la Boiserie, hein, mais il y avait un journaliste qui m'avait briefé, si vous voulez, là, sur le scénario d'un journaliste. J'ai fait une double page, je me rappelle, sur la vie à la Boiserie. À l'époque, il y avait des tas de révélations. On ne savait pas, par exemple, que le général faisait des réussites tous les soirs. D'ailleurs, et c'est comme ça qu'il est mort, en faisant une réussite, vous savez. Une collaboration qui va un peu étonner, mais vous travaillez, pas très longtemps d'ailleurs, pour Jour de France. Racontez-nous un peu cette expérience. Ah oui, j'ai même travaillé pour Jour de France, je vais vous raconter comment. J'avais rencontré le dessinateur Kiraz, qui dessine toujours d'ailleurs, et que j'aimais beaucoup, c'est parisienne, et c'est aussi un coloriste remarquable. Et il aimait bien mes dessins. Il m'avait dit, je vais te pistonner auprès de Dassault, parce que Dassault à l'époque était le rédacteur en chef du journal. C'était un peu sa danseuse. C'était Jour de France, journal de l'actualité heureuse. Je lui avais dit, mais non, j'ai aucune chance de travailler dans ce journal de l'actualité heureuse, parce que moi je fais plutôt des dessins d'actualité malheureuse. Alors il me dit, si, je vais te pistonner. Alors en effet, ça a marché 3 mois. Parce que... Là on était en 68 on était en 67. 67 C'était avant. Vous avez 29-30 ans. Voilà. Et je commençais à dessiner des jeunes filles, et c'est ce qui plaisait à Dassault. Et puis un jour... j'ai fait une bande en 3 dessins, je me rappelle, c'était l'histoire d'un pilote d'aviation qui prenait les commandes de son avion, mais il était un peu bourré, quoi. Il avait bu la veille, il avait encore son chapeau et un mirliton dans la bouche. Cette semaine-là, Dassault n'était pas là, parce que d'habitude, c'est lui qui choisissait les dessins. Et c'est le rédacteur en chef adjoint qui avait passé la bande, et la semaine d'après, je reçois une lettre. Vous avez fait quelque chose qu'on ne fait jamais. Montrer un pilote d'avion qui prend les commandes en étant alcoolisé, en étant sous. Il faut que vous fassiez votre prochain dessin pour dire que vous regrettez d'avoir fait ça. C'est une chose qui ne peut pas arriver. Alors j'ai fait un démenti, si vous voulez, en dessin. Puis après, il m'a envoyé une lettre. Vous êtes viré, quoi. En gros, c'était ça. Donc j'ai dit à Kiraz, vous voyez, parce que c'était mon aîné, que c'est pas possible de dessiner dans le journal de l'actualité heureuse. Il m'a dit, je regrette beaucoup, mais on recommencera dans quelques temps. Mais non, ça s'est jamais fait. D'ailleurs, ce sont 2 dessins et les lettres de Marcel Dassault qu'on trouve dans le livre que vous avez publié en 2001, qui s'appelle Ma 5e République, chez Houellebecq, où on voit bien ces dessins et les courriers dont vous parlez. Et puis, à un moment donné, vous dessinez aussi pour le théâtre, et c'est une période où il y a la comédie musicale Air, vous allez à la Comédie Française, et donc là, vous découvrez aussi un autre univers. Et ça apporte quoi, un dessinateur ? Alors après, j'ai succédé à Senep pour les dessins de théâtre, dans le Figaro, cette fois. Et je me rappelle avoir vu la première de Air, qui avait fait sensation, parce qu'il y avait des acteurs à poil sur scène, mais enfin, ils étaient très, très discrets, ils étaient plutôt de dos, hein. Et puis j'ai des bons souvenirs quand même de théâtre, mais j'ai aussi des souvenirs. Je vous dis, je partais à l'entracte parce que c'était pas bon, quoi. C'est ça, quand vous êtes dessinateur de théâtre, il faut que vous voyez tout, même les bons et les mauvais, quoi. Mais c'est assez facile à faire. C'est moins facile que le dessin, que le croquis de tribunal, parce qu'ils bougent, les comédiens. Tandis que dans les tribunaux, les gens sont fixes, vous voyez. On a le temps de bien les dessiner. Vous avez eu des contacts avec les comédiens où certains vous ont appelé, écrit pour réagir ou vous rencontrer ? Oui, j'ai eu quelques fois des comédiens me demandaient l'original du dessin. Oui, ça m'est arrivé. Mais j'ai connu aussi des chanteurs comme ça. Oui, dans une prochaine émission, on viendra sur
vos rencontres et votre passion de la musique. Au-delà du Figaro, vous continuez aussi, puisque de 68 à 72, Harakiri s'installe ailleurs dans Paris, rue Montholon. Voilà, parce que quelquefois on s'étonne que j'ai dessiné un peu partout, mais je pense qu'avec le dessin on peut faire des tas de choses, et moi j'ai essayé toujours de faire tout ce qu'on pouvait faire avec du dessin, c'est-à-dire de la caricature, du reportage, de la bande dessinée, du dessin pour enfants, de l'illustration, des couvertures de bouquins, des affiches. Enfin, vous voyez, je crois que c'est un parcours normal pour un dessinateur. Et comme je ne suis pas sectaire, j'aurais pas... les seuls journaux où je voudrais pas dessiner, c'est les journaux d'extrême droite, mais à part ça... De 68 à 72, donc l'équipe d'Harakiri s'installe rue Montholon, et vous avez réalisé plusieurs journaux dans un petit local, je crois, ça se passait. Alors après, c'était l'époque florissante d'Harakiri, mais là vous parlez de après 68 ou avant ? Après. Parce qu'après, en 68, il y a eu un journal qui s'est créé parce que pendant un mois, on ne trouvait plus de journaux dans les kiosques. C'était en mai 68. Et Pauvert avait demandé à Ciné et Wolinski de créer un journal qui serait vendu en colportage sur les trottoirs. Et ça s'appelait L'Enragé. Et pendant 2 mois, on a fait L'Enragé, un hebdomadaire, avec des dessins de tous les dessinateurs français, quoi, pratiquement. C'était les débuts de Willem, d'ailleurs, dans un journal français. Et puis... Quand mai 68 s'est terminé, Cavana s'est dit un hebdo de dessin, ça peut marcher. Donc c'est lui qui a lancé Harakiri Hebdo, qui ne marchait pas beaucoup, quoi, jusqu'à l'enterrement de Gaulle en novembre 70. Et là, le fameux numéro qui était titré, sans dessin d'ailleurs, qui était titré Balle tragique à Colombey, en référence à un fait divers qui était arrivé la semaine précédente. Balle tragique à Colombey, un mort. Un mort, pardon. Balle tragique à Colombey, un mort. Et tout d'un coup, l'interdiction par Marcelin du journal. Et là, on a eu un soutien de toute la presse quotidienne, même Le Monde, un éditorial en première page de Jacques Fauvel, directeur à l'époque, en disant Harakiri Hebdo n'est pas ma tasse de thé, mais on ne peut pas interdire un journal pour simplement une dérision. Il n'y a pas trouble à l'ordre public, alors qu'on avait été interdit pour trouble à l'ordre public, imaginez. Donc on a eu une publicité formidable et Cavana a décidé la semaine suivante de ressortir le même journal avec un titre différent. C'était Charlie Hebdo. Et pourquoi Charlie ? C'est parce qu'on avait rajouté 4 pages de bande dessinée, dont Charlie Peanuts. De shoot, vous savez, Peanuts. Et puis, ils n'ont pas osé nous interdire à nouveau. Et là, c'était les grandes années de Charlie Hebdo. Jusqu'à la mort de Pompidou, ça a bien marché. Après, ça a décliné tout doucement. Pompidou, vous savez, qui est mort le 1er avril, mais on nous a fait croire qu'il était mort un 2 avril. En fait, il est mort un 1er avril à 10h du soir, mais on l'a su que le 2 avril. Et à Charlie Hebdo, vous trouvez à peu près la même bande de copains et de dessinateurs. L'ambiance est comment à ce moment-là ? Voilà, Charlie Hebdo, c'était la bande d'Harakiri des débuts, pratiquement. Avec Willem en plus, qui nous a rejoints, et Delfeuille de Thon. C'était une ambiance fraternelle, vraiment. C'était... Au lieu d'avoir une réunion toutes les semaines pour Harakiri, on avait 2 réunions par semaine, donc on se fréquentait encore plus. Et puis là, on n'avait pas le temps de faire beaucoup de choses en dehors de notre hebdomadaire. Vous savez, ça revient vite, un hebdo. Donc vous découvrez un autre rythme de travail. Oui, on découvre un autre rythme de travail et on dort pas beaucoup, quoi. Donc, mais en mai 68, on y reviendra demain sur votre approche d'une conscience politique et citoyenne. Il n'y a plus beaucoup de journaux dans les kiosques. Comment vous vivez cette période-là en tant que dessinateur et puis journaliste d'une certaine façon ? En tant que citoyen, mai 68, pour moi, c'est des souvenirs de vélo dans les rues de Paris, sans voiture. C'était formidable. Je descendais les Champs-Élysées à contresens. Imaginez ça.
Et puis j'allais à la Sorbonne souvent l'après-midi, je faisais des croquis. Et puis il y avait quand même il y avait un journal pour nous, c'était l'Enragé. Et il fallait quand même fournir des dessins à l'Enragé, donc j'ai continué à dessiner pendant cette période. Et vous continuez toujours à ce moment-là avec votre croquis sous le bras, vos stylos. En fait, vous travaillez uniquement sur le vif. Oui, j'ai fait des croquis du grand amphi de la Sorbonne, plein à craquer. J'ai fait des croquis de beaucoup de meetings comme ça, et aussi des dessins de Mouna Aguigui. C'est un personnage parisien qui était un ancêtre, qui était un fils de Ferdinand Lope. C'est des personnages comme ça qui sont rattachés au quartier latin et qui étaient des orateurs sur la place publique. Mouna était un pacifiste, écolo, qui vendait un petit journal aussi, le Mouna Frère, le Mouna Aguigui. C'était un petit journal qui lui permettait de vivre, mais c'était un type très sympathique qui se déplaçait à bicyclette et qui était plein d'humour. Donc le mai 68, on en parlera dans l'émission de demain, mais là vraiment vous commencez à avoir une perception, j'allais dire presque d'écolo libertaire, enfin une approche du début d'une transformation de la société. Donc un engagement peut-être encore plus profond même en tant que dessinateur. Oui, je pense que ce mai 68, parce qu'il y a eu plusieurs mai 68. Des tas de gens ont des perceptions différentes de mai 68, parce qu'il y a eu Pour moi, c'était le début de l'écologie. La prise de conscience que on ne pouvait pas continuer à gaspiller comme ça les ressources naturelles, les énergies. Il fallait prendre conscience qu'on n'avait qu'une planète. Donc pour moi, c'était le début de l'écologie. Mais malheureusement, quand on fait un retour en arrière, on voit que tout a empiré et que la planète est vraiment en danger aujourd'hui. Et vous, en fait, ce qui vous plaisait dans cette démarche de mai 68, c'était aussi ce refus de la consommation, d'une certaine façon. Oui, le thème du refus de la consommation était déjà dans Harakiri. On peut dire que depuis le début d'Harakiri, on avait trouvé des slogans qui ont ressurgi en 68. C'est drôle. Nous ne sommes pas les seuls, mais on était des pré-68ards, c'est vrai, à Harakiri. Vous avez encore des slogans en tête de cette époque ? Eh ben oui, on disait c'était pas sous les pavés la plage, mais sous les pavés il y a autre chose. Il y avait des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est drôle de revoir les collections d'Harakiri. Sur la société de consommation, on peut dire qu'on était des précurseurs. Vous partez en mars 58 en Algérie, vous venez juste d'arriver à Paris 2 ans auparavant et vous découvrez à ce moment-là un autre univers. Oui, j'étais vraiment... je connaissais rien à rien, vous savez, quand je suis parti en Algérie, j'étais encore en civil d'ailleurs, et je me revois sur le bateau qui nous amène de Port-Vendre à Oran, où là, à Oran, on débarque au bout de une nuit de tempête, on était tous dans la cale, c'était affreux, et on est encore en civil, on débarque à Oran, et dans une caserne, on nous colle nos habits militaires, et on nous rase la boule à zéro. Et puis après, par le train, on va d'Oran à Bougie, qui est dans le Constantinois. Et là, c'est pour faire les classes. 4 mois de classe au 9e zouave à Bougie. Imaginez, ça n'existe plus le 9e zouave, mais j'ai encore connu ça. C'est-à-dire c'était un uniforme avec une bande rouge à la hauteur de la ceinture. Bref, c'était très dur parce qu'on ne savait pas pourquoi on venait là d'ailleurs, et chaque fois que... Moi je me rappelle avoir demandé plusieurs fois à l'adjudant, et l'adjudant il s'appelait pas Cronenbourg, mais c'était lui qui m'a servi de modèle, c'est-à-dire un adjudant qui était bourré à 10h du matin, et qui lui répétait toujours « Vous êtes là pour défendre la France ». Mais je lui disais « Mais le territoire n'est pas attaqué quand même, qu'est-ce qu'on peut faire là ?» Je ne répondrai pas à votre question. On n'est pas là pour faire de la politique. Vous êtes là pour défendre la France. Ah bon. Et
J'ai compris dès le début que c'était foutu, quoi. J'ai compris que je venais participer quand même à la dernière guerre coloniale et que si j'avais pu échapper à ça, mais à l'époque, je savais même pas qu'on pouvait être insoumis aux objecteurs de conscience. Et puis de toute façon, à l'époque, ils prenaient même les cul-de-jatte, je vous dirais. Ils prenaient tout le monde, ils avaient besoin d'hommes. Et il faut penser que 3 millions de jeunes Français sont passés en Algérie à cette époque. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de pacifistes qui soient rentrés d'Algérie ou qui aient manifesté leur hostilité à toutes les guerres. Et parce que j'ai participé à de nombreuses manifestations pacifistes, mais on n'a jamais pu rassembler plus de maximum 1500 personnes. Si je peux vous raconter une manifestation qui était en 62 pour protester contre les essais nucléaires français qui se passaient dans le Sahara à l'époque et qui était à la tête du MCA. Ça s'appelait le MCA, c'était le mouvement contre l'armement atomique, et qui avait été créé par Jean Rostand, le biologiste. Et il y avait quand même 1500 personnes, mais on était interdit de manifester dans Paris. On se retrouvait au pont de Puteaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la défense qui était construite. Et on a manifesté entre le pont de Puteaux et puis le pont de Courbevoie, je crois. Bref, les manifestations pacifistes n'ont jamais réussi à déplacer les foules. C'est ça qui m'a toujours étonné. Après, j'ai été un sympathisant de l'Union pacifiste, un mouvement pacifiste, comme son nom l'indique. Et on a quand même toujours essayé de défendre les objecteurs et ceux qui refusaient l'armée, parce que je pense que c'est pas en préparant la guerre qu'on peut faire la paix, contrairement à ce que tout le monde dit. C'est ce que vous avez ressenti donc à partir de mars 58 en Algérie. Oui. Ce déclenchement de votre démarche de pacifiste engagé date de là pour vous ? Dès le début, c'est-à-dire, je veux raconter, au bout de 6 mois d'armée, notre travail d'appeler en Algérie, c'était surtout d'encadrer une zone au milieu de laquelle étaient parachutés les parachutistes, justement, ou la Légion, qui investissait un village, qui faisait des prisonniers, et soi-disant. Et nous, on était chargés d'empêcher les fuyards. Vous voyez, c'était ça. Et on n'a jamais vu. Moi, j'ai jamais vu de fuyards. J'ai jamais tué personne, heureusement. J'ai jamais tiré un coup de fusil. Mais après l'opération, on voyait beaucoup de cadavres. Et c'était les dégâts de l'opération. Mais un jour, on était en haut d'un piton. Et on était évidemment coupé de tout, sauf tous les jours, il y avait un hélicoptère qui se posait en bas du piton, qui nous apportait de l'eau dans des jerrycans. Et on se demandait toujours pourquoi l'hélicoptère ne pouvait pas atterrir en haut du piton, parce qu'on était obligé d'aller chercher l'eau à 600 mètres plus bas et de porter les jerrycans d'eau, 20 kilos d'eau, et les remonter par une chaleur. C'était en plein été en Algérie, je vous assure que ça tapait. Et puis au bout de 10 jours, l'opération s'est terminée et on a vu un hélicoptère, une alouette, un petit hélicoptère, se poser en haut du piton. Et là est descendu un général qui venait apporter, tenez-vous bien, une bouteille de champagne dans de la glace pour le colonel qui avait dirigé l'opération. Et là, je me suis dit ce jour-là, mais c'est un monde à deux vitesses. L'armée, donc on peut apporter du champagne en haut d'une montagne et on ne peut pas apporter de l'eau au simple troufion. Signalons aux auditeurs d'À Voix Nue sur France Culture qu'ils peuvent retrouver ce dessin toujours dans le livre Ma 5e République. Le dessin est donc bien présent et ils peuvent le retrouver. Du côté de Constantine, vous faites quand même beaucoup de dessins d'ambiance. Enfin, le dessinateur est quand même présent sur place. Comment vous vivez cette période-là en tant que dessinateur ? Je vous disais précédemment que j'ai dessiné partout et j'ai réussi à dessiner dans le journal de l'armée, figurez-vous. Mais évidemment, c'était pas très politique. Je faisais les aventures de la fille du colonel. Journal qui s'appelle Le Bled. Le journal s'appelait Le Bled. Et ça durait des mois régulièrement. C'était un journal qui était distribué gratuitement dans les casernes. Et au bout de 18 mois,
donc 8 mois, 9 mois avant la quille, euh, l'état-major m'a repéré comme dessinateur et m'a fait venir à l'état-major de Constantine, au service cartographique, où là j'étais chargé de faire tout et n'importe quoi, mais là j'étais planqué. Grâce à mon dessin, j'étais planqué les 9 derniers mois. Et j'ai fait des tracts qui étaient balancés au-dessus du barrage algéro-tunisien, vous savez, pour offrir la paix des braves, comme c'était après le discours de Constantine, où pour la première fois, De Gaulle envisageait la paix et l'autodétermination, quoi, voilà. Donc je peux dire que j'ai fait des dessins pour la paix en Algérie quand même. Donc c'est vrai que tout le monde a été ou sera gaulliste à un moment donné. À l'époque j'étais gaulliste parce que je voulais la paix en Algérie. Et il y avait que De Gaulle qui pouvait proposer la paix, c'est vrai. Après 15 mois après le début de votre engagement comme appelé en Algérie, vous rentrez quand même à Châlons. Ah, on a eu droit à une seule permission au bout de 15 mois d'armée. J'étais heureux, vraiment. Et là, j'ai retrouvé mon copain Gros Schmitt et on a fait un canular à Châlons qui m'a fait réfléchir. Un copain d'enfance, un copain d'école? C'est un copain d'enfance et de lycée qui habite toujours, lui il habite à Givry en Argonne, là il est retraité de la SNCF maintenant. Et on avait décidé de faire un canular à l'occasion du passage du Paris-Strasbourg à la marche. Je pense que c'est l'épreuve la plus bête du monde. C'est 508 km à la marche entre Strasbourg et Paris, vous vous rendez compte? Et nous, on avait décidé de se déguiser en marcheur du Paris-Strasbourg et de passer 2 heures avant le passage des vrais marcheurs. Là, nous sommes à peu près en 1959. En 59 à Châlons. Et ça a bien marché parce que on a traversé la ville déguisé en marcheur du Paris-Strasbourg. Mais il faut dire que mon copain Gros Schmitt, il pesait 117 kilos à l'époque. Il en pèse toujours une bonne centaine. Et malgré tout, il avait le dossard du favori de l'année précédente. Il s'appelait Gilbert Roger. Et les gens étaient étonnés parce qu'ils disaient Gilbert Roger, il a drôlement grossi depuis l'an dernier. Mais enfin, il est toujours en tête puisque c'est lui qui passe en tête à Châlons. Châlons était à peu près à mi-chemin entre Strasbourg et Paris, vous voyez. Et alors, il s'effondrait devant chaque bistrot. Et le bistrotier sortait et on lui disait « Non, vous savez, il n'y a qu'une chose qui peut leur monter, c'est du champagne. » Bon, à Châlons, en Champagne, c'est assez courant de boire du champagne. Mais enfin, il débouchait une bouteille de champagne rien que pour Gilbert Roger. Et tout le monde a cru que c'était vraiment les vrais marcheurs, quoi. Mais ça m'a fait réfléchir comment on pouvait mystifier toute une population. Parce que vraiment, les gens étaient aux fenêtres et ils disaient, ah bah oui, il a grossi, mais du moment qu'il est en tête, c'est toujours Gilbert Roger. Donc derrière le canular, il y a quand même une réflexion sur la vie en société, la vie publique. Oui, il n'y avait pas encore l'importance de la télévision, mais ça m'a fait réfléchir sur l'importance de l'image. Même une image qui n'est pas vérifiée, si vous voulez, on peut faire croire n'importe quoi aux gens à partir du moment où on leur dit que c'est la version officielle, c'est l'image officielle, si vous voulez. Et là, il y avait un manque d'esprit critique chez les Chalonnais, pour le moins. Parce que c'était gros, la caravane. Je me rappelle, il y avait une voiture qui portait une marque de crème pour les pieds. C'était le dentifrice pour les pieds. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc après ce canular, vous retournez en Algérie. Et donc on a vu combien la guerre d'Algérie avait marqué votre conscience c'est-à-dire politique et citoyenne. Et vous transformez en pacifiste et antimilitariste. Un deuxième événement vous a beaucoup marqué, on en a parlé hier, c'est mai 68 et votre approche, à dire, écolo-libertaire de la société. Donc mai 68, de quelle façon vous a marqué en tant que citoyen et en tant qu'analyste politique? Mai 68, pour moi, c'était le début d'une autre période où la représentation politique était mise en cause, puisqu'on parlait de démocratie directe, on parlait d'autogestion. Ça n'a jamais été vraiment appliqué, parce que c'est vrai que c'est dur à mettre en exercice. Mais je pense que mai 68 a beaucoup apporté au statut des femmes. C'est elles qui ont beaucoup
qui ont avancé, si vous voulez, à l'occasion de cette période, plus que les hommes, pour les libertés. Mais c'était aussi pour moi les débuts de l'écologie, par la simple prise de conscience que nos ressources n'étaient pas inépuisables, qu'on gaspillait beaucoup, que la société de consommation était un fond percé, quoi, un puits sans fond, je veux dire, et que semblait un puits sans fond, mais en fait allait ruiner la planète et nous condamner tous les habitants sur la Terre, quoi. C'est vrai que depuis beaucoup de gens ont fait cette réflexion, mais à l'époque, mai 68, on n'était pas si nombreux à envisager l'avenir, mais c'était des thèmes qui n'étaient pas porteurs parce que beaucoup de gens aussi accédaient seulement à la société de consommation et que c'est le privilège des intellos, si vous voulez, c'est de voir plus loin et que eux qui avaient déjà accédé à la société de consommation pouvaient se permettre de dire attention, on va vers la catastrophe. Alors, vous nous avez raconté hier que pendant cette période, en mai 68, vous aviez dessiné la Sorbonne. Ça fait quel effet lorsqu'on a été un élève un peu rêveur qui a redoublé de se retrouver à dessiner la Sorbonne à Paris? Vous voulez dire, quand on était un cancre, quel effet ça vous fait d'aller à la Sorbonne? Oui, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet et qu'on regrette quand même de ne pas avoir fait des hautes études, mais c'était un peu du rattrapage, si vous voulez. Parce que le métier de dessinateur de presse, ça vous permet quand même de réfléchir sur des tas de sujets, parce qu'on peut faire rire avec n'importe quoi, puis on peut faire rire aussi avec des sujets graves. Donc, par les lectures, par les rédacteurs en chef que j'ai connus, et le dernier d'ailleurs, le rédacteur en chef actuel de Charlie Hebdo est quelqu'un que j'écoute beaucoup, et Philippe Val, et qui est quelqu'un qui a une vraie réflexion sur tout d'ailleurs, qui m'a beaucoup apporté en réflexion. C'est une forme d'intelligence par l'échange. Et en fait, pour revenir à cette idée de l'échange, vous avez fait le tour de la planète avec des journalistes spécialisés, on va en parler. Et je regardais pour préparer cette émission, vous avez publié pas moins de 63 ou 64 ouvrages, aussi bien en bande dessinée qu'en reportage en Russie, en Chine ou en Inde. En fait, peut-être peu de gens savent que vous avez publié au moins 6 livres de reportages, voyages en Russie, aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Europe, dans les pays de l'Est, au Japon. On reviendra aussi sur vos voyages en France, mais pourquoi cette envie, par exemple, de partir en Russie avec Claude-Marie Vadreau, spécialiste de la Russie, avec Laurent Geoffrin et Guy Beau aux États-Unis? Comment vous travaillez dans ces moments-là, en collaboration? Oui, c'est aussi du rattrapage, parce que jusqu'à l'âge de 50 ans, je n'ai pas beaucoup voyagé, sauf en France. Mais j'ai voulu aller découvrir surtout l'Asie, parce que je pensais que tout allait se passer par là. Et effectivement, ça s'accélère, hein. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des journalistes qui ont vécu sur place pendant longtemps. Par exemple, Pierre-Antoine Donnet, avec qui j'ai fait un livre sur le Japon, sur l'Inde et sur la Chine, a vécu dans tous ces pays. Il parle le japonais et le chinois. Il ne parle pas l'hindou, mais c'est parce qu'il n'est pas resté assez longtemps. Et c'est lui qui faisait leur repérage, si vous voulez. C'est lui qui m'a emmené dans les endroits où il y a des dessins à faire. Par exemple, en Inde, quand vous allez quand vous allez à Calcutta, par exemple, quand vous allez dans les bidonvilles de Calcutta ou au marché de Calcutta, vous avez 1000 dessins à faire. Mais il faut découvrir quand même l'angle, parce que les bidonvilles de Calcutta, vous savez, ils sont innombrables. Mais il y a un endroit, par exemple, où on voit des gens qui habitent sur des gros tuyaux, dans des grandes canalisations comme ça. Il faut découvrir l'endroit, quoi. Mais vous préparez ces voyages, vous vous documentez avant, vous parlez avec l'historien ou le journaliste spécialisé. Comment travaille le dessinateur pour aller découvrir un pays?
Et le faire découvrir par la suite. Le journaliste me fait découvrir le pays sur place. Évidemment, on en parle avant, mais il m'emmène dans les lieux où il veut que je fasse des dessins. C'est lui quand même qui est le metteur en scène, si vous voulez. Moi, je ne suis que le preneur d'images. Donc vous avez fait aussi un livre sur l'Europe, essentiellement les pays de l'Est. Et là, pour rester quand même dans le regard un peu décalé de Cabu, vous partez en Albanie en 1990 avec l'équipe de France de football, vous qui avez fait un livre contre le football. Oui, j'étais obligé de prendre l'avion de l'équipe de France de football parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autre moyen d'aller en Albanie. C'était encore un pays fermé. D'ailleurs, vous arriviez là-bas, c'était 50 ans en arrière, on était plongé dans le... C'était un voyage dans le temps aussi. Et bon, j'ai découvert un peu, oui, l'équipe de foot. Ils jouaient aux cartes. Pendant tous les voyages, ils avaient l'ordre de jouer aux cartes, de ne penser à rien d'autre. Sauf, je me rappelle, le footballeur Bolly, qui était très sympa, avec qui j'ai parlé, parce qu'il se trouve que c'était le seul lecteur de Charlie de toute la bande. Basile Bolly, oui. Basile Bolly. Qui m'a raconté des choses atroces d'ailleurs, comment on lui balançait des bananes parce qu'il était camerounais, d'origine camerounaise, on lui balançait des bananes sur certains stades. Enfin, il me racontait, mais ça en rigolant, ça le faisait rire. Et c'était une défense aussi, l'humour pour lui, contre le racisme. Et avec Charlie Hebdo, vous avez proposé une visite en France qui s'appelait « Invitez-moi, j'irai chez vous ». Et donc vous avez fait une forme de tour de France. Voilà, j'ai beaucoup voyagé en France quand j'avais 2 pages à remplir chaque semaine dans Charlie Hebdo, la première époque. C'était une rubrique qui s'appelait « Invitez-moi, j'irai chez vous ». Et j'étais reçu par les lecteurs eux-mêmes. Et j'habitais chez eux pendant 3-4 jours. Et ils me faisaient toujours rencontrer par exemple des conseillers municipaux qui me racontaient la situation politique de la ville. Et moi, je racontais ça en dessin. Mais je pense que j'aurais pas pu faire ça si j'avais travaillé dans un autre journal. Même au Figaro, là, imaginer d'aller être reçu chez un lecteur du Figaro, c'est quand même plus dur. Hein. Et le laïc Cabu, qui un jour se retrouve à Lourdes pour le Canard enchaîné pour la visite du pape. Vous avez fait un reportage assez surprenant là-bas, non ? Alors, ce qui m'est arrivé, oui, avec Eric Amtaz, un des rédacteurs en chef du Canard, on avait été faire un reportage pour le premier voyage du pape. Et ça s'était bien passé parce que on s'était pris un peu trop tard, il n'y avait plus de place dans les hôtels, mais on avait eu l'idée de prendre le fichier des abonnés du Canard et on avait envoyé 3 lettres et il y en a un qui nous a répondu, c'était un habitant de Lourdes, et c'était le commissaire principal de Lourdes. Et on a eu le privilège de suivre la Papamobile juste derrière, en voiture, dans la voiture du commissaire de police qui était chargé de la sécurité du pape. Donc on a vu ce comédien, parce que Jean-Paul II c'était un vrai comédien, de dos, traverser toute la ville et saluer tous les fidèles, les paroissiens, les habitants de Lourdes. Mais c'était une vision extraordinaire. Mais alors, c'est mal terminé parce que en rentrant par un train de nuit, on n'avait pas beaucoup dormi et j'ai oublié mes dessins dans le métro, figurez-vous. Et je les ai retrouvés le lendemain. J'ai retrouvé mon sac, mais j'ai pas retrouvé les dessins. C'est-à-dire, aux objets trouvés, j'ai retrouvé mon sac avec mes papiers, avec le peu d'argent qu'il y avait. Mais il se trouve dans Paris quelqu'un qui a 4 carnets de croquis que j'avais fait pendant les 4 jours, avec les croquis du pape que j'ai jamais revus. Et j'étais obligé de refaire de mémoire certains dessins pour le reportage dans le Canard enchaîné. C'est l'occasion de lancer un appel à celui qui aurait trouvé les dessins de Cabu sur Rendez-les-moi. Ou faites-moi des photocopies. Pour rester dans cette démarche de citoyen, dessinateur, reporter, vous êtes allé récemment visiter la prison de la Santé. Racontez-nous cette expérience. C'était sur l'invitation d'une des assistantes sociales de la prison de la Santé que nous sommes allés faire un débat avec des prisonniers. Enfin, nous étions 3 dessinateurs de Charlie Hebdo. Il y avait Charb, Éluse et moi. Mais c'était assez dur parce que, évidemment, à travers nous, ils nous ont posé beaucoup de questions sur la presse et nous étions en fait des journalistes accusés par eux
de favoriser les spectaculaires dans les comptes rendus de procès ou de faits divers, vous voyez. Alors que nous ne sommes pas une presse de compte rendu de procès quand même. Nous essayons de faire de l'humour, mais eux voyaient en nous des journalistes, c'est tout. Donc c'était un échange assez dur. J'ai fait aussi des dessins pour la télévision. Et c'était une émission d'Alfonsi qui s'appelait La vie en face. Et on devait passer une semaine dans un lieu, dans des lieux très différents. Par exemple, on a passé une semaine au journal Libération, et puis une semaine sur le circuit du Castellet pour le Grand Prix de France, et puis donc une semaine au centre anticancéreux de Villejuif. Et là, il y avait 3 regards. Il y avait une caméra, la caméra de Philippe Alfonsi. Il y avait un grand photographe qui était Salgado de l'agence Magnum. Et il y avait un dessinateur, c'était moi. Et moi, je devais faire des dessins pour témoigner que la cigarette était dangereuse, parce que c'était que des malades cancéreux qui étaient des grands fumeurs, qui étaient malades du poumon. Et je faisais des dessins à leur chevet. Et si ça les faisait rire, s'ils étaient d'accord, on filmait le dessin. Ça s'est passé comme ça, et c'était quand même très dur, parce que certains malades étaient mourants presque. Mais ils voulaient témoigner en disant « ne fumez pas ». Et l'émission était autour de ce thème, quoi. Donc en dessin, on peut faire beaucoup de choses aussi, vous voyez, avec l'accord des participants. C'est une façon de témoigner, d'être un acteur de la société, oui. Tout comme vous avez fait une campagne contre l'alcoolisme. Oui, alors là, c'était mal pris. J'ai fait des dessins pour la campagne contre l'alcoolisme, mais au Canard enchaîné, les anciens du Canard qui sont morts maintenant m'ont dit Pichoun, il y en avait un qui était très, très gentil, mais il m'a dit, tu sais, c'est pas très Canard ça, parce qu'évidemment, ils buvaient beaucoup à une époque. Maintenant, c'est pas comme ça. Les jeunes journalistes du Canard ne boivent pas. Vous nous avez parlé au début de cette semaine de votre rencontre avec René Goscinny. Sans revenir totalement là-dessus, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il vous a légué dans sa façon de travailler ? Et il nous a tous légué quelque chose. Moi, il m'a légué le Grand-Duduche, parce que c'est lui qui m'a dit de mettre au premier plan un personnage que j'avais mis derrière tous les autres. Et il m'avait dit de lui trouver un nom, c'est ce que j'ai fait. Et puis d'être très cursif dans mes dialogues, parce que ça, c'était un dialoguiste exceptionnel. Voilà ce qui m'a apporté, mais aussi à beaucoup d'autres dessinateurs. Et donc, a-t-il des successeurs aujourd'hui ? Il y a des rédacteurs en chef, mais je ne connais pas de rédacteur en chef qui a été dessinateur dans leur vie, donc non, on dirait que non. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de journaux de bande dessinée, parce que les lecteurs veulent lire l'histoire tout de suite, entière, alors que nous attendions une semaine pour lire la suite. Parmi ceux qui ont été également dessinateurs que vous avez rencontrés, il y a Cavana. Oui. Cavana est un ancien dessinateur qui signait Sépia et qui s'est mis à écrire parce que, en créant Harakiri, il s'est aperçu qu'un journal entièrement de dessins et quelques photos, ça se lisait trop vite, il fallait des textes. Et il s'est trouvé qu'il avait encore plus de talent en écrivant qu'en dessinant. Mais lui, il regrette de ne plus être dessinateur, parce que c'est vrai que c'est plus gratifiant de dessiner que d'aligner des mots. C'est dur d'écrire. Il a également aidé beaucoup d'autres dessinateurs avec lesquels vous avez travaillé, parmi lesquels Wolinski. Il a aidé beaucoup Wolinski, qui avait démarré dans sa vie de dessinateur avec une sorte de style qui ressemblait à un Dubout américain, je dirais. C'est-à-dire un style très compliqué. Puis un jour, Cavana a publié, sans lui dire, une feuille qu'il avait dessinée, vous savez, au cours d'une réunion, comme on peut faire des dessins en téléphonant. Et il lui a dit, ça c'est ton style, arrête de faire trop compliqué. Et c'était vraiment son style. Et il avait deviné que c'était ça son style. Et pour Reiser, c'est pareil. Il lui a dit d'épurer son style. Et finalement, tout d'un coup, Reiser, qui signait jusque-là JM, parce qu'il s'appelait Jean-Marc Reiser, a trouvé cette nouvelle écriture qui
qui est toujours la référence des jeunes dessinateurs d'ailleurs. Quand on reçoit des dessins de jeunes dessinateurs, c'est ou Gottlieb ou Reiser, les influences, vous voyez. Donc, vous parlez comme si Reiser était un peu le fils spirituel de Cavanagh. Oui, Reiser était vraiment le fils spirituel de Cavanagh parce qu'il l'a connu à 18 ans, à 17 ans même, quand Reiser était coursier chez Nicolas et qui lui apportait des dessins pour un journal qui était vendu sur les trottoirs avant Harakiri et qui s'appelait Zéro. Et vous, votre rencontre avec Reiser? Elle date de juin 60, quand on préparait le premier numéro d'Harakiri. C'était un petit bonhomme au visage d'ange, mais on a vu que ses dessins faisaient mouche, quoi. Et il y avait une force en lui qui s'est révélée dans ses dessins, parce que d'apparence, c'était un type très gentil, et comme toujours. Parce que c'est ce qu'on nous dit souvent. Alors, on croyait que vous étiez plus méchant dans la vie, mais on dit toujours que, comme on peut s'exprimer, on peut être normal dans la vie, quoi. Voilà. Justement, on se souvient du trait un peu pressé, tendu de Reiser. Vous l'avez vu travailler. Comment travaillait-il? Oui, et contrairement, il a l'apparence. Enfin, on croit qu'il dessinait très vite, mais non, c'était quand même très élaboré son style, et c'était pas n'importe quoi. C'est pourquoi beaucoup de dessinateurs croient que c'est facile de faire du Reiser, mais c'est pas vrai. C'était une écriture qu'il avait inventée. Et du coup, vous lui voyez une évolution dans le dessin. Enfin, je pense que c'est lui qui a fait évoluer beaucoup le dessin de presse, oui, bien sûr. Plus qu'aucun de nous, c'est Reiser qui a fait évoluer le dessin, oui. Parmi les rencontres qui ont jalonné votre vie, toujours autour de Charlie Hebdo, il y a Coluche. Coluche, nous avons fait sa campagne électorale, si vous voulez, quand il s'est présenté à la présidentielle en 81. Ça a commencé en 80. Nous étions le journal qui, chaque semaine, reproduisait son programme, mais son programme sans déconnage, quoi, évidemment. Et moi, je me souviens, par exemple, d'un débat où il m'avait invité à l'école polytechnique à jouer en Josas. Et l'amphithéâtre était plein de polytechniciens qui n'étaient pas en uniforme. Et le débat a été assez sérieux au début. Le débat, ça portait sur comment allez-vous transformer les usines d'armement en usines civiles, quoi. Et là, évidemment, il avait un peu de mal parce que j'avais trouvé qu'il était un peu seul. Il manquait peut-être de conseillers. Il aurait fallu qu'il réfléchisse sur tous les thèmes, sur les vrais thèmes d'une élection présidentielle, tout en les adaptant à son langage, à son savoir-faire, quoi. Quelle est votre place en tant que dessinateur, en tant que Cabu, justement, auprès d'un Coluche en campagne électorale? Moi, j'étais là simplement journaliste. J'ai dessiné ce débat, j'ai dessiné quelques polytechniciens qui posaient des questions. Et je me rappelle qu'en coulisses, Lederman, son producteur qui était là aussi, le décourageait à chaque fois. Chaque fois qu'il se présentait en candidat, il lui disait « Mais non, tu vas y perdre ton image, tu vas couler là-dedans. » Et vous avez tissé des liens d'amitié, vous discutiez ensemble? C'était très dur de discuter avec lui parce qu'il était toujours en représentation. Il s'adressait rarement à une personne en particulier, il s'adressait à une salle, quoi. Il testait toujours ses sketchs, ses prochains sketchs. Il avait un petit magnétophone de poche sur lui. De temps en temps, on le voyait sortir son magnétophone et puis il disait un mot, il enregistrait un mot. Et on sait qu'après, on le retrouvait dans un sketch. Parmi les grandes rencontres de votre vie, celle-là, vous la souhaitiez, mais en même temps, elle est arrivée comme un hasard. Il y a Jacques Tati, le réalisateur Jacques Tati. Comment vous a-t-il contacté? Ça, c'est une rencontre professionnelle. C'est parce que, à la veille de sortir Playtime, qui était un film ambitieux, il a voulu éditer et vendre un programme à l'entrée des salles de cinéma. Et il m'a demandé, par l'intermédiaire de Dargaud, d'illustrer ce programme que j'ai fait avec lui. Et j'ai eu la chance de voir en avant-première des extraits de Playtime avant tout le monde, puisque c'était au montage encore.
Et j'ai pu rencontrer cet homme, c'était vraiment un homme exceptionnel parce qu'il avait le temps. D'ailleurs, vous voyez bien, il a mis 5 ans pour faire Mon oncle, il a mis 7 ans pour faire Playtime. Il avait le temps. Et je me rappelle que j'allais déjeuner avec lui à la cantine il avait un bureau dans un laboratoire de tirage, je ne sais pas comment on dit. C'était à la Garenne-Colombe. Et il y avait une cantine à midi et on voyait souvent des stars, même de cinéma. Et un jour, je me rappelle qu'on a vu Alain Delon s'approcher de Tati et le saluer en lui disant « Monsieur Tati, je vous rappelle que j'accepterai n'importe quel rôle dans un de vos films, dans un de vos prochains films. » J'étais étonné et après, quand il était parti, Delon, Tati m'a dit « Oui, chaque fois que je le vois, il me dit ça. Je sais pas s'il a compris qu'on faisait pas le même cinéma. » Mais alors je lui demandais « Mais comment vous avez tourné cette scène dans les vacances, justement, avec le cheval ?» Alors, il se levait, puis il mimait tout. Il mimait le cheval, il mimait la caméra, il mimait Monsieur Hulot. C'était un mime fantastique, quoi. Et il disait toujours, regardez les jambes des comiques. S'ils ont des jambes, s'ils sont drôles, c'est dans les jambes qu'ils sont drôles d'abord. Et c'est vrai qu'il avait un jeu de jambes formidable. Buster Keaton aussi, et Laurel, qu'il admirait énormément. Je peux vous raconter aussi sa rencontre avec Laurel, si... Oui, justement, dans son voyage à Hollywood pour l'Oscar, vous dites qu'il a voulu rencontrer Stan Laurel. Stan Laurel, qu'il admirait énormément, comme Buster Keaton, mais malheureusement, Buster Keaton était mort à ce moment-là. Et il m'a raconté qu'il avait été chez lui, il habitait Venice, près de Hollywood, mais un petit appartement, il n'avait plus beaucoup d'argent, et puis il était paralysé à moitié, alors Laurel lui a proposé de faire une promenade, mais en poussant sa petite voiture. Laurel était dans la petite voiture. Et il y avait un Américain qui avait reconnu Laurel. Mais Laurel a dit, vous savez, je suis pas paralysé. Hein, on fait un travelling pour mon prochain... On fait du repérage pour mon prochain film. Quoi. Il avait l'élégance d'être toujours comédien. Quoi. Aujourd'hui, Cabu, vous nous parlez de vos rencontres et de vos passions. Parmi ces passions, il y a la chanson. Et Simone Ronget, qui est cette semaine notre chef opératrice du son, a retrouvé dans ses archives personnelles une petite perle, un bijou, une répétition d'une émission de France Inter à la fin des années 70. Essayez de deviner qui chante. Je me décide à ce charmant petit suicide. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, le temps s'enfuit et tout s'efface. All right. Alors, Cabu, avez-vous reconnu cette nouvelle vedette de la chanson française ? Ouais, j'ai un peu honte. Je crois que c'était moi au cours d'une répétition pour une émission de France Inter. Je ne sais plus si c'était chez Mermet ou Les Flagrants Délires. Une des rencontres qui vous a touché, c'est celle avec Charles Trenet, que vous admirez, enfin essentiellement ses chansons. Comment s'est passée la première rencontre du spectateur Cabu ? J'avais fait une bande dessinée dans le Journal du Dimanche pour sa rentrée au Théâtre de la Ville. C'était à 18h30 et il y avait longtemps qu'il n'avait pas chanté à Paris. Et là, c'était 1 heure de chansons et pas cher. Il voulait chanter pour un public jeune parce que c'était abordable, quoi. Et il a téléphoné au journal en disant est-ce que je pourrais avoir l'original du dessin ? Et puis vous direz au dessinateur qui vienne me voir après le spectacle. Donc c'est ce que j'ai fait et puis il a été très gentil parce que c'est un peintre en fait. Il a peint toute sa vie. C'était pas un grand peintre non plus, mais enfin il dessinait, il peignait, donc c'était confraternel quoi. Mais je l'ai vu uniquement après des concerts comme ça. Je peux pas dire que j'ai pas connu Charles Trenet, mais j'ai toujours admiré ses chansons. Alors pourquoi ? Parce que je sais pas, il a réussi c'est un chanteur catalan, hein, si on veut. Moi, je suis champenois, mais je trouve c'est des gens comme Tati, ils ont réussi à faire universel, quoi. Ils chantent des souvenirs de vacances. Moi, je me retrouve tout à fait dans ce qu'ils chantent. Et puis, il sait, qu'est-ce que vous voulez, il sait mélanger les mots et les notes qui vont bien ensemble. Mais c'est une découverte qui remonte à un concert auquel votre grand-mère vous avait accompagné. Oui, ma grand-mère m'avait accompagné, c'était en 54 à l'Olympia. Et
En première partie, d'ailleurs, il y avait Francis Blanche, qui était un ami de Trenet, et avec qui il a écrit 2 chansons, parce que Trenet a tout écrit, paroles et musique, sauf 2 chansons, Le débit de l'eau et puis Sur le fil. Et les paroles étaient de Francis Blanche. Bon, et à l'époque, c'était un spectacle de music-hall, vraiment. C'est-à-dire, en première partie, il y avait les petits toutous blancs, comme il dit dans la chanson « Moi, j'aime le music-hall ». Il y avait une chanteuse aussi, il y avait donc Francis Blanche qui terminait la première partie, et puis après l'entracte, il y avait Charles Trenet. Mais c'était Trenet qui avait commencé à inaugurer les One Man Show. C'est le premier qui a fait en 1947 au Théâtre de l'Empire, ça s'appelait, tout un spectacle à lui tout seul, quoi. Parce qu'il avait vu ça aux États-Unis. Ça se faisait pas avant. Et il tenait le coup facilement, oui, 2 heures. Mais c'était aussi un sportif, Trenet, parce que c'est un poète, mais qui faisait des haltères, vous voyez. Il avait une force en lui pour faire passer des choses très, très tendres, mais il y avait il y a une énergie chez lui, je trouve, exceptionnelle, quoi. Et en quoi cette énergie peut vous inspirer en tant que dessinateur? Cette énergie, elle est à base de jazz, si vous voulez. C'est le jazz qui, au début de sa carrière, Trenet a amené le jazz dans la chanson. La chanson dans le jazz, oui. Quand vous écoutez du Trenet, vous n'allez pas vous foutre à l'eau après, voilà. C'est mystérieux, parce qu'il dit des choses très légères. En même temps, voilà, c'est dur de faire léger. En dessin, c'est pareil. Quand vous voyez un tableau de Matisse, ça a l'air très facile à faire, mais la légèreté, vous savez, c'est un aboutissement très, très long. Trenet, vous l'avez vu une fois à la fête de l'Humanité. Ah oui, je l'ai vu chaque fois qu'il est passé à Paris, en 40 ans, si vous voulez. Et notamment, j'ai le temps de vous raconter ça ? Bien sûr. On attendait Trenet, au bout d'1 heure, il venait pas. C'était un soir d'orage, je me rappelle, à la fête de l'Humanité, sur la grande scène. Puis 1h15, pas de Trenet. 1h30, enfin, il arrive. Mais il n'y avait pas son costume habituel, sa cravate blanche, sa chemise bleue, tout ça, son œil à la boutonnière. Il était en polo, comme nous aujourd'hui. Et bon, il a démarré assez péniblement, mais au bout de 10 minutes, ça y est, il avait emballé les 30 000 spectateurs, et ça s'est terminé par un triomphe. Et puis après, moi j'ai su longtemps après, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait signé un contrat, mais au dernier moment, il a téléphoné aux organisateurs en disant « Finalement, j'ai pas envie de chanter à la fête de l'Humain, je viens pas. » « Comment vous venez pas? Vous avez signé? » « Non, je viens pas. » Alors, il y a des gros bras de la CGT qui sont allés le chercher chez lui, qui l'ont enlevé carrément, parce que il paraît qu'il a dit « Bon, je vais aller m'habiller. » « Non, vous allez passer par une porte de derrière, vous allez nous échapper. On vous emmène comme ça. » Ils l'ont embarqué, et c'est pourquoi ils l'ont emmené sur la scène comme ça. C'était un type assez capricieux, paraît-il. Moi, j'ai des témoignages, mais j'ai aussi des témoignages marrant par exemple de Léo Campion. C'était un chansonnier de gauche, c'était un libertaire, Léo Campion, et il m'avait raconté qu'il avait fait une tournée en zone libre pendant l'occupation, donc parce que Trenet a toujours chanté, il a bien fait, et entre chaque chanson il imitait le maréchal Pétain en se foutant de sa gueule, quoi. Vous parlez beaucoup avec admiration et humilité des autres, mais vous avez quand même inspiré certains chanteurs. On peut penser à Renaud qui vous reprend dans sa chanson Mon Bof. Il est devenu mon bof à la Cabu. Et Maxime Le Forestier également, qui en 75 a écrit une chanson qui s'appelle Caricature. Je donne juste un petit bout du couplet. Quand le crayon s'est dessiné, le dessin commence à bouger. Racontez-nous cette rencontre avec Maxime Le Forestier. Un jour, il m'a téléphoné en disant « J'ai écrit une chanson en regardant vos dessins. » Alors, j'étais très fier. Et puis on s'est rencontrés, il m'a dit « Est-ce que vous voulez bien dessiner la pochette ?» Ben oui. Puis en plus, je vais enregistrer le disque, ça va durer 1 semaine au studio de la rue Davout, dans le 17e. Est-ce que vous pouvez venir assister? Alors j'ai dit d'accord. Puis j'ai dessiné l'enregistrement. C'était les 33 tours, dont il y avait la place. J'ai fait une bande dessinée quand on ouvre le disque comme ça, la pochette. Voilà, donc c'était une rencontre. Puis je le vois de temps en temps, Maxime, et c'est un type que j'estime beaucoup, parce qu'il essaie d'évoluer tout le temps. S'il ne se contente pas de ses anciens succès, il veut découvrir des nouveaux rythmes et tout ça. C'est un type très bien. Donc vous êtes aussi un papa, le papa d'un chanteur
connu, qui travaille beaucoup, qui s'appelle Mano Solo. Mano Solo, au départ, voulait être peintre, c'est ça? Oui. Et puis, je trouve aussi qu'il a plus de talent en chantant qu'en peignant. Il a bien fait. Et il a une forme de révolte. Il a beaucoup chanté, à un moment donné, des chansons révoltées, puissantes. Qu'est-ce que vous pensez de cette révolte? Je dirais que c'est une révolte beaucoup plus actuelle, sociétale, si on peut dire, que politique. C'est une révolte quelquefois pas très bien définie, mais il est tout entier comme ça. Il est beaucoup plus révolté que moi, mais il a un mode d'expression qui lui permet de voir au moins tout de suite l'effet de ses paroles. Moi, je suis planqué derrière ma table à dessin, mais lui, il est sur scène et ça, c'est dur. Il dit que c'est dur parfois d'être sur scène, tout entier, quoi, face à son public, c'est dur. Et d'ailleurs, il va sortir très prochainement un nouvel album et il va se produire assez régulièrement sur les salles françaises. Il est passé à l'Olympia il y a peu de temps. Et c'est vrai qu'il a un public, parce qu'on ne peut pas dire qu'il passe très souvent à la télé. Il ne passe pas à la Starac, mais il a un public fidèle, oui. Donc il y a le regard du père sur le fils, mais de l'artiste à l'artiste, quel est votre regard sur Mano Solo? Je trouve qu'il colle à la révolte d'aujourd'hui, même si je ne comprends pas tout ce qu'il dit parfois. Donc, il est en phase avec son public. Le dessin, c'est pas pareil. Le dessin, je pense que ça s'adresse à tout le monde, le dessin. Il faut que tout le monde comprenne. La chanson est peut-être plus catégorielle, si je peux dire. Il y a des publics pour tel ou tel chanteur. Mais en ce qui me concerne, moi, je cherche à être compris par tout le monde et essayer de faire sourire tout le monde. Ouais. Alors, vous avez publié un livre en 2004 qui s'appelait Cabu in Jazz, aux éditions du Layer. Sur la première page, vous dites « J'aurais voulu être batteur dans l'orchestre de Cab Calloway ». Ah oui, c'est vrai. Donc là, on passe à une autre passion musicale de Cabu, et vous êtes un fin connaisseur de ça, le jazz. Vous l'avez découvert quand? Je l'ai découvert, figurez-vous, au Veldiv en 1956, quand je suis arrivé à Paris, parce que Cab Calloway, qui n'avait plus son grand orchestre, mais qui avait un orchestre pour cette tournée, passait pendant les 2 entr'actes du spectacle des Harlem Globetrotters. C'était comme vous savez, je ne sais pas si ça existe encore, des basketteurs prodiges qui faisaient du spectacle. Mais moi, je ne savais pas à l'époque ce qui s'était passé au Veldiv. Ça, vous voyez que peut avoir des révélations comme ça dans un lieu aussi tragique, parce qu'après, j'ai dessiné, figurez-vous, j'ai illustré un livre d'un rescapé de la grande rafle du Veldiv en 64, et j'ai compris ce qui s'était passé. Mais j'ai découvert le jazz, si vous voulez, au Veldiv. Et parmi les passions dans le jazz même, vous aimez les grands orchestres? Oui, c'est surtout ce que j'aime, parce que je trouve que le jazz manque de gens comme Cab Calloway, comme Ray Charles, des gens qui réunissaient un large public, ou qui amenaient les gens au jazz. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jazz de recherche, tant mieux, il faut de la recherche, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui trouvent, quoi, vous voyez. Et il y a des gens qui passent toute leur vie en recherche. Bon, moi j'aime quand même qu'il y ait une ligne mélodique et qui ait toujours ce swing. Pour moi, c'est ça. Tout comme les chanteuses qui savent scatter. Voilà, ça c'est rare, les chanteuses qui savent scatter. Il y a des nouvelles chanteuses qui n'ont pas le gabarit de la Fitzgerald, qui elle savait scatter. Oui. Et en quoi le jazz vous accompagne quand vous dessinez? Écoutez, vous l'écoutez quand le jazz? Quand j'ai trouvé une idée et que je me mets à dessiner, j'ai l'impression qu'avec du jazz, le dessin est plus nerveux. Et donc, ça bouge mieux, quoi. C'est peut-être une illusion, remarquez. Mama, I wanna make rhythm, don't wanna make music. Peut-être peu de gens savent qu'en 1969, vous avez obtenu le prix du Crayon d'or du dessin de presse. Vous vous en souvenez?
Je m'en souviens très bien parce que il y a des prix que j'ai pas acceptés mais celui-là, ça m'avait donné l'occasion de rencontrer Pierre Dac. Figurez-vous que c'est un Chalonnais comme moi, à Chalon-sur-Marne. Mais puis c'est un précurseur dans l'humour, c'est un type que j'aime beaucoup. Et puis il y avait aussi Jean Eiffel, c'est les deux qui m'avaient remis le prix, donc on avait fait un déjeuner mémorable, enfin pour moi. Donc ça c'est un bon souvenir. Alors, votre façon de travailler sur votre bureau, pour ceux qui ont eu la chance de voir votre atelier de travail, vous dessinez avec une plume, un flacon d'encre de Chine, un petit mouchoir pour les tâches, une paire de ciseaux, de la colle, bref, pas d'ordinateur, pas de photos pour copier. D'où vous vient cette façon de travailler ? C'est vrai que je dessine à la plume, comme beaucoup de dessinateurs, parce que ça donne un dessin plus nerveux qu'au feutre, si vous voulez. Mais pour faire les croquis, pour aller plus vite et pour pas me promener avec un encrier d'encre de Chine, j'utilise aussi le feutre. Mais bon, la caricature, moi, je sais pas très bien comment ça se fait. Je sais que il y a des personnages qui sont plus ou moins difficiles à croquer parce que leur grimace est plus difficile à débusquer. C'est ça la caricature, hein, c'est trouver la grimace. Donc, mais quand une nouvelle tête apparaît, je le regarde à la télévision parce que là, dans un débat, vous l'avez sous les yeux pendant 1 heure, vous avez le temps de le croquer. Et pour les idées, ben vous savez, c'est en écoutant la radio, en lisant les journaux, et moi je fonctionne un petit peu à l'indignation ou l'indignation, c'est peut-être un grand mot souvent, mais en réaction contre ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu. Vous voyez, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, ben j'en profite. Mais justement, la caricature, c'est une forme de portrait qui est un petit peu poussé, mais comment vous arrivez à classifier ça pour trouver les idées les plus rapides pour faire la caricature ? La caricature, à mon avis, c'est de faire plus vrai que vrai. C'est le dessin humoristique aussi. On stylise, on épure, si vous voulez, pour faire plus vrai que vrai. Et pour aller vite pour une nouvelle tête, si vous voulez, je cherche toujours le sosie, ou si les yeux ressemblent à les yeux d'un tel. En gros, je pense qu'il y a une 15aine de types humains, et puis je fonctionne comme ça. Je me dis, est-ce qu'il a le haut du visage qui ressemble à De Funès, ou est-ce qu'il a le bas du visage qui ressemble à Depardieu ? Vous voyez, c'est comme ça, c'est par approche comme ça. Parce qu'on a tous des parties du visage qui ressemblent à tel ou tel. Et vous faites une différence entre le trait du dessin humoristique et celui du croquis, par exemple ? Oui, je fais une différence entre le trait à la plume et le trait, le crayon ou le croquis qui était plus rapide, qui est jeté comme ça. Tandis qu'un dessin humoristique, il faut soigner la ressemblance. Je pense que, vous savez, le lecteur, il consacre 3 secondes à un dessin. S'il ne reconnaît pas le personnage en question, ben, il passe, quoi. Donc c'est raté. Il faut que tout de suite on connaisse. Il faut que la mise en page soit très lisible. C'est pour ça que je trouve que le dessin humoristique c'est pas un art. C'est un art populaire. Voilà, ça serait un art populaire. Ce serait un art premier. Vous nous avez parlé lors de la première émission de votre formation et que vous aviez participé à l'Académie Julian pour dessiner les nus, à l'école Estienne. Donc vous avez aussi une approche de la légende ou de l'écriture dans les dessins, mais vous dites quand même que les meilleurs dessins sont peut-être ceux qui sont muets. Oui, souvent les meilleurs dessins sont sans parole. Regardez les dessins de Dubout, et ils n'ont pas besoin de parler, les personnages. Ils font rire rien qu'en les regardant. Et je pense aussi aux dessins de Chaval ou aux dessins de Bosc qui étaient sans parole. C'était simplement des situations, c'était des gags qui venaient du burlesque. C'est pour ça que j'aime bien Laurel et Hardy ou Buster Keaton. Ils n'ont pas besoin de parler pour être drôles, quoi. Et à quel moment vous sentez qu'il n'est pas nécessaire de mettre des mots ou une légende à un dessin ? Quand la situation est suffisamment drôle quand la situation n'a pas besoin de mots pour expliquer justement cette situation. Et vous ne dessinez pas du tout de la même façon quand vous faites du reportage. On a parlé dans une émission précédente de vos différents reportages en Chine, au Japon, aux États-Unis. Du coup, de quelle façon vous travaillez ce reportage au niveau du dessin ? C'est plus des choses vues, si vous voulez. Là
là, je suis reporter. Tandis que dans les dessins humoristiques, vous allez au-delà de la réalité. Par exemple, vous essayez de représenter le coup d'après. Si un politique fait une déclaration, vous essayez d'imaginer ce qu'il peut dire après. Vous voyez, vous avez le droit de délirer, voilà. Tandis que le reportage, vous vous contentez en fait de reproduire ce que vous voyez. Et donc, une semaine de Cabu, par exemple, comment vous travaillez? Vous lisez la presse, vous regardez la télévision, mais vous prenez des notes. Racontez-nous un petit peu la façon dont vous travaillez. Tout au long de la semaine, je prends des notes, c'est vrai, en lisant les journaux ou en écoutant la radio. Et déjà, il y a des gags que je note comme ça sur l'instant. Et puis, il y a d'autres situations, par exemple, les thèmes économiques, j'avoue que j'ai du mal parce que je suis pas économiste. Alors, là, je consacre plus de temps à trouver des gags. Tandis que sur le personnel politique, c'est plus immédiat parce que il y a toujours des déclarations qui sont déjà drôles en elles-mêmes. Ou en ce moment, par exemple, Ségolène et Sarkozy, c'est une mine, quoi. Tous les jours, ils font des choses qui sont plus ou moins drôles, mais enfin qui nous font réagir, quoi. Et justement, vous travaillez dans plusieurs médias, donc en presse écrite, Harakiri à une certaine époque, Charlie Hebdo, Les Canards enchaînés. Quelles sont les différentes façons de travailler, par exemple, à la rédaction de Charlie Hebdo ou au Canard enchaîné? Faites-nous un peu rentrer dans les coulisses, sans peut-être rien dévoiler, mais sur la façon dont vous, dessinateur, vous êtes présent dans ces deux rédactions. Alors, il y a une différence entre Charlie Hebdo et Le Canard, c'est que Charlie Hebdo est un journal qui a été créé par des dessinateurs qui ont accueilli des journalistes après. Qui écrivent de plus en plus. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un peu trop de texte maintenant dans Charlie. Et tandis qu'au Canard enchaîné, c'est un journal de journalistes qui accueille des dessinateurs. Et souvent, les dessins viennent en contrepoint des articles. Donc, nous sommes plus des illustrateurs même dans le Canard. À Charlie, il y a une réunion hebdomadaire le jeudi matin qui réunit à la fois les journalistes et les dessinateurs. Tandis qu'au Canard enchaîné, les dessinateurs ne sont pas conviés aux réunions de rédaction. C'est ça les grandes différences. Du coup, comment vous préparez vos dessins pour l'un ou pour l'autre? Enfin, pour Charlie Hebdo, vous participez à cette réunion de rédaction, mais pour le Canard, on vous donne donc quand même les sujets sur lesquels vous devez travailler. Non, on ne nous dit rien. On propose des dessins qu'on veut bien réaliser. S'il n'y a pas de contrainte, si vous voulez. Mais tous les dessins ne passent pas au Canard enchaîné. Tandis qu'à Charlie, on a notre emplacement et il n'y a pas. C'est un journal vraiment d'une grande liberté puisque on remplit notre espace. Le rédacteur en chef n'intervient pas dans le choix des dessins. Tandis qu'au Canard, il y a le lundi soir. Il y a les deux rédacteurs en chef et le secrétaire de rédaction qui choisissent les dessins qui sont au mur. Imaginez, il y a 130 dessins, 120 ou 130 dessins chaque semaine, parce qu'il y a 12 dessinateurs au Canard, et il y a que 8 pages. Donc, et puis on ne fait pas que des bons dessins. Alors il y a un choix, c'est pas de la censure. C'est les journalistes qui choisissent nos dessins. Justement, avant de proposer vos dessins au Canard enchaîné, qu'est-ce qui vous fait, dans la semaine, choisir tel ou tel sujet et comment vous vient l'idée, par exemple, d'un dessin humoristique? Oui, c'est vrai que les sujets un peu durs, ou les gags un peu durs, je les réserve à Charlie Hebdo, évidemment. Parce que le Canard est un journal beaucoup plus politique, finalement. Et on ne peut pas délirer au Canard comme on délire à Charlie Hebdo. Vous voyez, justement, on peut pas. Si on utilise une citation, une phrase qui a été dite par un politique dans un dessin, pour le Canard, il faut que ça soit la vraie citation. Vous voyez. Mais c'est vrai que le Canard, ça m'a appris beaucoup d'exigence, comme on dit, de rigueur que je n'avais pas avant. Est-ce qu'il vous arrive de rire devant un de vos dessins? Là, ça m'arrive peut-être une fois par an, hein, et encore. Non, parce que quand on voit comment c'est fait, vous savez, ça fait pas rire, quoi. C'est-à-dire?
Quelquefois, on passe du temps, on cherche. Alors, on est simplement content d'avoir trouvé un truc, mais de là, on découvre pas ce qu'on a fait parce que quelquefois, c'est long la préparation. Et vous en parlez entre dessinateurs? Ah oui, oui. C'est-à-dire, il y a des dessinateurs avec lesquels on parle dessin, mais finalement, c'est assez rare, c'est drôle. Moi, j'aime bien parler de dessin, de graphisme, vous voyez, mais non, quand on est ensemble, on déconne plutôt. Alors, on vous connaît à la télévision, vous avez participé longuement, de 77 à 86, à une émission culte pour la jeunesse qui s'appelait Récré à 2 sur Antenne 2. Alors, au-delà de l'émission qui était consacrée aux enfants, qu'est-ce que cette participation vous a apporté? Moi, j'ai gardé un bon souvenir de cette émission parce que je m'entendais bien avec Dorothée, qui était quelqu'un d'intelligent, de tolérant, parce qu'elle m'a laissé faire des tas de trucs en direct. Elle a pris des risques, mais elle m'a toujours défendu, si vous voulez. Parce que c'est ça, quand on fait des dessins à la télé, il faut être soutenu par quelqu'un, sinon vous restez pas très longtemps. Hein. Et c'est un public en or, les enfants, pour un dessinateur. Chaque semaine, je me rappelle qu'ils envoyaient des dessins par centaines. On recevait des sacs postaux entiers de dessins, sans les solliciter d'ailleurs. Hein. Simplement, ils dessinaient en même temps que moi. Et bon, moi, j'ai quitté Dorothée quand elle a été vendue sur TF1, parce que je savais que ce serait beaucoup plus commercial. J'ai connu l'époque de Récré à 2 avec Jacqueline Joubert, qui était directrice des programmes jeunesse et qui était quelqu'un de très bien, puisqu'elle a fait travailler aussi Topor pour Téléchat. Donc c'était quand même un peu plus ambitieux que les programmes jeunesse d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous racontez ces enfants qui vous écrivaient ou que vous voyez sur les plateaux de télévision? Eh bien, écoutez, j'ai quelques lettres qui me disent j'ai commencé à dessiner avec toi, tu m'as donné envie de dessiner, et puis j'ai continué. Alors je fais de la BD maintenant, ça me fait plaisir. On s'imagine la portée des dessins? Non, il ne faut pas exagérer non plus, mais c'était... jusqu'à 12-13 ans, les enfants dessinent à peu près tous, et puis certains continuent, mais il faudrait qu'il y en ait un plus grand nombre mais peut-être que l'enseignement à l'école n'est pas fait dans cette direction, quoi. L'enseignement artistique est encore parent pauvre, je pense, dans l'éducation. Malheureusement, les profs le regrettent d'ailleurs. D'ailleurs, vous êtes sensibilisé à ça parce qu'on parlera dans quelques minutes justement d'un livre que vous avez fait sur le monde des images. Mais pour continuer dans votre aventure télévisée, vous avez participé ensuite à une émission culte aussi qui s'appelait Droit de réponse dans le début des années 80. Donc là, la participation du dessinateur, elle consistait en quoi? Et ces émissions, c'était du vrai direct, alors que ça se fait plus beaucoup à la télévision, tout est en boîte. Et je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est la peur des choses inattendues qui peuvent perturber l'enjeu, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on est en direct, il y a une autre tension, vous savez bien, un autre fil, quoi. Et aussi, il faut dire que Pollack était, à un moment de sa vie, il a été peintre. Donc on a toujours affaire à des gens qui aiment l'image, quoi. Sans ça, les journalistes ne pensent pas beaucoup au dessin, parce que le dessin, ça peut créer des ennuis. On a bien vu pourquoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez que l'émission de Pollack, justement, s'est terminée à cause d'un dessin. C'était un dessin prétexte de Viaz. C'était au moment où Bouygues avait racheté TF1 et il y avait des publicités à l'époque pour la maison de maçon. Et Viaz a fait un dessin, c'était maison de maçon, télé de M. Et à la fin de l'émission, Pollack a reçu un coup de fil de Bouygues en disant « Vous êtes viré ». Il venait de signer un contrat d'1 an. En fait, le dessin a servi de prétexte, mais la vraie cause de l'éviction de Pollack, c'était l'émission en question, c'était la révélation de pots de vin pour la construction du pont de l'île de Ré, justement, construit par Bouygues, qui venait de racheter TF1. Et Pollack, il disait toujours qu'il testait ses nouveaux employeurs. Mais là, vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Donc, vous parlez des personnages qui aiment l'image
et qui justement ouvre la porte aux dessinateurs. Vous avez participé de 93 à 95 à une émission qui s'appelait La Revue de Presse de Michel Cotta, également émission en direct. D'ailleurs, ça peut-être permet de faire le lien qui fait que le réalisateur Maurice Jugofson, qui est décédé depuis, réalisait aussi bien Droit de réponse que La Revue de Presse de Michel Cotta. D'ailleurs, c'est une des rares émissions qui également ouvrait la porte aux dessinateurs, cette émission La Revue de Presse. Chaque sur semaine, il y France avait un 2. dessinateur, oui, oui. Et Jugofson, il savait passer les dessins au bon moment, et parce que c'est pas facile, évidemment. Et quelquefois, on fait un dessin, mais la discussion porte sur un autre thème et le dessin ne passe pas. C'est de l'acrobatie de faire des trucs en direct. C'est vrai que c'est pas facile, mais lui, il savait le faire. Mais vous voyez, tout s'enchaîne parce que dans l'émission de Michel Cotta, j'ai connu celui qui deviendrait le rédacteur en chef d'un journal de la mairie de Paris. Et j'ai dessiné dans ce journal, je dessine depuis 4 ans, et un jour, le maire m'a proposé de faire cette fameuse expo. Voilà, tout s'enchaîne. Le lien des images. Est-ce qu'on peut pratiquer le deuxième degré dans le dessin à la télévision ? Non, c'est très dur. La télé ne permet pas le deuxième degré, c'est vrai. Parce que ça va très vite, parce que c'est pas la réflexion, la télé. Le papier, oui, c'est la réflexion. On peut revenir sur une image, tandis que c'est très, très fugace, un dessin à la télé. Donc, ça peut être très mal pris si on ne perçoit pas le deuxième degré. Et concernant la place des dessins dans les médias, un des classiques est le dessin de Plantu dans le journal Le Monde. Est-ce que vous pensez que cette présence-là a ouvert ou peut encore ouvrir la place du dessin dans la presse ? Oui, le dessin de Plantu à la une dans les années 70, ça fait beaucoup de bien au dessin de presse parce que beaucoup de grands régionaux ont voulu avoir leur Plantu. Donc c'est comme ça que depuis, il y a un dessin dans le sud-ouest d'Ituria et un dessin dans l'Est républicain d'Elestre. Il y en avait un dans la Voie du Nord, mais je crois qu'il n'y est plus. Il y en a un dans les dépendants de Perpignan. Enfin, ça a ouvert. Voilà, c'est comme à la télévision. S'il y avait un dessin chaque soir au journal ou de TF1 ou de France 2, toutes les chaînes voudraient faire pareil. Et j'ai vu au Japon, il n'y a pas si longtemps, sur l'équivalent de la première chaîne, il y a un dessin politique, ou un dessin du jour, animé. Alors ça dure 15 secondes, mais comme ils ont beaucoup d'équipes d'animation là-bas, c'est possible. Et je pense que s'il y avait une chaîne qui fasse ça en France, les autres chaînes voudraient faire pareil. Ouais. Proposez-le peut-être. Moi, je propose rien, vous savez. Moi, c'est vrai que j'ai toujours... c'est les rencontres qui font une vie, mais il ne faut pas les solliciter. C'est pour ça que je n'aime pas du tout ces sites de rencontres sur Internet ou les petites annonces. C'est trop facile de provoquer les choses. Non, il faut laisser le hasard. C'est très étonnant parce que vous êtes dans le dessin provocateur et là, vous laissez faire la vie et pas la provocation. Oui. Comment vous expliquez cette double approche, d'une certaine façon ? Mais justement parce qu'on compartimente les gens et on ne facilite pas les rencontres entre les gens. C'est vrai, c'est très morcelé comme ça. Il y a les fonctionnaires, il y a les paysans, il y a les dessinateurs. Et moi, j'aime bien les mélanges. C'est vrai que... Ou des forums. L'émission de Pollack permettait ça. Alors que maintenant, c'est des faux débats. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que tout se réfère à Pollack, mais c'est pas des vrais débats. C'est des spectacles organisés. C'est pas des vrais débats parce que Pollack avait une équipe de journalistes, il préparait un dossier et puis il apportait des éléments, il apportait de l'information et à partir de là on pouvait discuter. Tandis que là, c'est simplement le café du commerce, tous les débats qu'on voit actuellement à la télé. Et le fait de dessiner, c'est aussi exprimer cette colère ou cette critique ? Mais on peut tout faire en dessin, vous savez, on peut faire des dessins pour enfants, on peut faire des dessins polémiques, on peut faire des dessins grotesques, on peut tout faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est m'exprimer, tout simplement, mais faire rire, et essayer de faire rire. Voilà. D'abord, avant de dire des choses, on a droit à 3 secondes. L'œil du lecteur, c'est 3 secondes. Si vous ne le faites pas rire, il passe à autre chose. Et il a raison. C'est très fugace, un dessin. Et
Vous expliquiez en préparant notre entretien qu'on est passé du dessin de société au dessin de politique. Comment vous expliquez ça? Oui, curieusement, il y a 50 ans, le dessin, c'était le mari qui rentre chez lui tard et qui trouve sa femme dans le lit avec un autre. Vous voyez, c'était vraiment vaudeville, c'était des îles désertes, des situations surtout pas politiques. Et puis, curieusement, il n'y reste plus que du dessin politique, à part Sampé qui continue à faire du dessin sociétal, on dirait. J'admire toujours Sampé, hein. Mais curieusement, il n'y a plus que du dessin qui se veut politique. C'est dommage, j'ai remarqué, parce que il y avait autrefois des grands dessinateurs comme Dubout, qui faisait pas du tout de politique. Donc, vous êtes quand même un grand acteur dans la société à travers le dessin, mais vous êtes aussi quelqu'un qui analyse tout ça. Et je disais en début d'émission, vous avez publié un livre avec Laurent Gervereau, qui est responsable de l'Institut des images, en 2004, qui s'appelle Le monde des images, qui est sous-titré « Comprendre les images pour ne pas se faire manipuler ». Est-ce que c'était important pour vous d'exprimer ça? Bien sûr, c'est important. On devrait apprendre aux enfants dans les écoles à lire une image, à voir comment ça a été fait, s'il n'y a pas une manipulation derrière. C'est un mode d'emploi des images destinées aux parents, quoi. Donc l'importance d'un dessin qu'on perçoit peut-être pas toujours quand on le dessine, vous l'avez réalisé vous-même lorsqu'une dame était venue vous voir pour faire un dessin pour son mari. C'était peut-être anecdotique, mais peut-être révélateur de ce que pouvait... Ah oui, au Canard enchaîné, une dame est venue me voir en me disant « Mon mari veut me quitter, et c'est un grand amateur de BD, de vos dessins. Je sais plus quoi faire, mais j'avais pensé, si vous faisiez un dessin pour expliquer que que je voudrais bien qu'il reste à la maison, peut-être que ça marcherait. » Et puis elle est revenue. Alors j'ai fait un dessin en disant en gros que la soupe aux poireaux était la même partout, que ça valait pas la peine qu'il se déplace. Enfin, un truc comme ça, vous voyez, pas très malin. Et puis elle est revenue 3 mois après avec une bouteille de champagne. Elle m'a dit, écoutez, je sais pas si ça a été le déclic, mais en tout cas, il est revenu, mon mari. Alors vous voyez, je sers à pas grand chose, mais ce jour-là, j'étais content. Justement, pour conclure cette semaine passée ensemble, quels conseils pourriez-vous donner à des jeunes qui voudraient dessiner ou être dessinateurs? Qui suivent pas trop les conseils, mais qu'ils essaient de faire des petits journaux ou de démarrer, comme moi j'ai fait dans la presse régionale. Parce qu'à partir du moment où vous êtes publié, vous voyez bien les progrès à accomplir, vous voyez. Donc c'est ça. Et maintenant, avec l'informatique, on peut faire des petits journaux qui coûtent pas très cher, quoi. Donc aujourd'hui, vous êtes exposé à l'Hôtel de Ville de Paris, 450 mètres carrés, rien que du Cabu sur Paris. Quelle est la genèse de cette exposition? Comment on se retrouve dessinateur exposé à l'Hôtel de la Ville de Paris, dans une exposition gratuite d'ailleurs? Je vous dis, le maire m'a proposé un jour d'être exposé à l'Hôtel de Ville. Évidemment que j'ai accepté tout de suite, surtout qu'il m'avait donné carte blanche. D'ailleurs, comme j'ai carte blanche aussi pour dessiner dans son journal de mairie. Et quelles sont vos réactions? Enfin, comment vous ressentez le fait d'être exposé, donc vu par des milliers de personnes? Derrière la vitre, il y a quelqu'un qui est allé hier à l'exposition, qui a attendu un peu sur le trottoir. Donc, je la plains, mais d'un autre côté, je suis content parce que c'est gratuit. C'est la maison commune. Et puis, c'est des dessins pour Paris parce que depuis 50 ans, c'est des dessins d'un provincial qui aime la capitale et qui trouve qu'il y a un air de liberté à Paris, beaucoup plus qu'à Chalon-sur-Marne. Du coup, est-ce que vous vivez ça comme une forme d'hommage ou de... Pour moi, c'est un peu comme la chanson de Trenet, c'est revoir Paris en dessin.